bien en direct. On est ravis d'être là. On a décidé de faire ce live FAQ pour remercier les membres du groupe Rédacteur Web, écrivez mieux, gagnez plus et kiffez votre métier, qui est le groupe de la MFM, parce que c'est ça l'esprit de la MFM, c'est de kiffer son métier. Et donc, on va faire un live FAQ. À la base, j'imaginais y aller seul pour répondre à toutes vos questions. Camille m'a fait signe en disant hey, y a des questions à droite à gauche qui portent sur le storytelling, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de parler et de raconter un petit peu ça et de répondre aux questions. Et je lui ai dit mais hey, justement, je suis en train de faire une FAQ là, et ça te dirait pas de... Et finalement, voilà, on est là tous les deux et c'est génial, on est ravis, merci beaucoup. On sait qu'il y a une centaine de personnes qui ont rejoint ce groupe justement pour assister au live, on espère que vous serez au rendez-vous. Si vous y êtes pas de souci, il y a la rediff. Ne vous inquiétez pas, amusez-vous avec les boutons. Les commentaires, on répondra. Les questions dans les commentaires qui peuvent approfondir, on le fera. On a une liste de questions que vous avez préparées depuis 1 semaine et demie avec Fleur. Fleur, que nous remercions très chaleureusement de son incroyable mobilisation sur tous les réseaux de la MFM depuis 1 semaine pour convaincre et informer tout le monde de venir nous voir. Merci beaucoup Fleur, on te fait des bisous. Et voilà, donc 5000 membres dans ce groupe. On n'est pas loin d'être, je crois, le groupe le plus gros concernant la rédaction web sur Facebook. C'est un truc qui nous fait extrêmement plaisir, mais on va pas s'arrêter là. On va continuer et puis on va faire encore plus de choses dans ce groupe. Donc bienvenue à tous les membres, bienvenue, merci à tout le monde. Donc nous accueillons Camille, c'est ça l'idée. Et Camille, alors on la connaît parce que déjà c'est une rédactrice web de la première heure, ça fait déjà un certain temps que tu fais ce métier. C'est également une blogueuse et pour beaucoup de gens qui nous regardent, en fait, ils connaissent beaucoup le côté blogueuse parce qu'ils aiment bien les articles de blog que tu sors. Et tu es également storytelleuse depuis longtemps et également romancière, on le précise, voilà, avec énormément de gens qui te suivent et des concepts originaux de publication de livres avec les chapitres qui se rajoutent au fur et à mesure dans des mises à jour. C'est super classe. Et bien sûr, tu es également la justicière des rédacs, justicière non masquée, qui va défoncer joyeusement tous les clients indélicats et les profiteurs et qui, je tiens à le dire parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années, tu fais partie de ces gens qui ont réellement changé la culture du métier. Tu as vraiment fait émerger quelque chose avec qui tu es et ce que tu as fait, ta manière de t'approcher de gens qui étaient très connus, ta manière de représenter le métier à toutes les sphères et ta manière aussi de défoncer joyeusement des gens qui venaient nous proposer des stages de merde, des boulots déguisés, des tarifs de merde et des trucs comme ça. Tu as appris, notamment dans le groupe Réseau Rédacteur Web, mais aussi ailleurs, tu as appris aux gens à se respecter, à respecter leur travail et à en connaître leurs valeurs. Et ça a eu, je l'ai observé, un véritable impact réel. Et c'est aussi pour ça que tu as toute cette reconnaissance et peut-être cette popularité auprès des rédacteurs et des rédactrices web parce que tu les as défendus réellement à de nombreuses reprises. Et ça, c'est quelque chose d'important, aussi important que tout le reste. Voilà, donc Camille, je suis absolument ravi, comme toujours, de t'accueillir. Je suis vraiment, je te remercie comme tu dis, de m'avoir accueilli quand j'étais sautée dessus en me disant hey, ce serait cool parce que franchement voilà, il y a des questions qui viennent et tout, ça me démange, est-ce que je réponds au cas par cas ou pas, et voilà, t'as proposé et on est là et c'est cool parce que la MFM c'est une formation, enfin je passe mon temps à la recommander en plus parce que les gens ils viennent me voir, ils me disent ça arrive encore aujourd'hui, des gens qui me demandent comment on fait pour devenir rédacteur. Aujourd'hui, je réponds que j'en sais rien parce que je le suis plus et je sais plus comment on démarre aujourd'hui dans ce métier-là, donc je veux pas dire de bêtises. Et voilà, je les oriente vers la MFM parce que c'est une formation qui est complète, qui est hyper accessible en termes de prix, et ça c'est juste abusé quoi. Et en plus, j'y ai eu accès, donc je sais ce qu'elle a dedans. J'ai vu passer un petit peu en sous-marin d'autres formations que je ne nommerai pas évidemment, mais j'ai pas été convaincue. Surtout par le rapport qualité-prix, donc du coup voilà, moi c'est vraiment par conviction quoi. Je ne sais pas effectivement en tant que débutant si ça fonctionne ou pas. Par contre voilà, avec mes 7 petites années d'expérience, le programme de la MFM, son spirit, son ouverture, que ce soit géographique et puis financière, me font dire que oui, je pense qu'aujourd'hui c'est la formation qui
qui est à la fois pertinente et qui est engagée aussi. Parce que bon, voilà, tu l'as rappelé, je suis un peu, même si aujourd'hui je me suis vachement calmée, je reste quand même quelqu'un d'assez engagé, notamment politiquement. Donc, et je trouve que c'est important. Il faut des contenus comme ça ouverts à tous avec cette volonté-là, quoi. Donc, je suis très honorée. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre d'avoir les retours extérieurs, justement, de gens qui ont pu comparer par rapport à la MFM, parce que, bon, nous, on est parti de l'idée qu'on allait faire la meilleure formation du monde. C'était quelque chose de relativement simple à faire à la base. Mais en fait, non, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Elle augmente encore, elle s'améliore encore, elle retravaille encore. Elle est beaucoup à l'écoute de ses élèves et corrige beaucoup le tir à chaque fois que c'est nécessaire pour aller encore plus loin. Là, elle vient... Par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, on a détruit le certificat tel qu'il était conçu pour en recréer un complètement nouveau, en partant de l'idée que l'idée, c'était pas de valider que vous aviez appris quelque chose, l'idée, c'était que vous produisiez le meilleur texte du monde que vous ayez jamais fait auparavant. On s'était dit qu'à cette échelle-là, on voulait bien donner le certificat. Et pour les élèves, en fait, c'est un challenge extraordinaire parce qu'ils rentrent dans les concepts de copywriting et des trucs comme ça, parce qu'ils comprennent maintenant tout de bout en bout. Donc, pour le coup, quand ils prennent un modèle, ils savent l'évaluer, ils savent le faire, et donc c'est là où ça devient super intéressant. Donc, on est tout le temps en train de... Et ça plaît pas d'ailleurs à tous les élèves, mais on est tout le temps en train de détruire, rebâtir, redéplacer, etc., jusqu'à essayer de trouver la forme qui est vraiment la plus fonctionnelle pour que ça tienne sa promesse. Maintenant, je précise toujours que la meilleure formation du monde, c'est la meilleure formation du monde de rédacteurs web francophones à distance. D'accord? Donc, dans ce côté-là, il y a beaucoup moins de concurrents. Donc, on peut être en effet la meilleure formation du monde. C'est pas un problème. OK? C'est pas toutes les formations confondues. OK? Je précise. Non, mais bon, voilà. Bref, pour cette émission, on a classé les questions. On a eu 13 questions au total. Qui donc ont été récupérés par Fleur au fur et à mesure du temps et au travers d'un sondage pour voir en fait les questions qui avaient de la popularité, etc. On les a. Et il y a des questions qui portent sur la rédaction web, auxquelles je vais essayer de répondre de ma position de formateur en rédaction web, mais auxquelles tu vas également répondre si tu le souhaites dans la partie, enfin là où tu as quelque chose d'important à rajouter, où ça peut faire une discussion, un débat, une complémentarité, n'hésite pas. Et de l'autre côté, en fait, on a les questions sur le storytelling, qui cette fois-ci, en fait, c'est ton domaine et je n'y rentre pas. Éventuellement, peut-être que si j'ai un grain en plus à rajouter, je le ferai, mais ça sera vraiment ça, ma seule place. Et si en chemin, nous avons des questions dans les commentaires qui peuvent compléter, eh ben, on le fera avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, nous répondons aujourd'hui à vos questions. Merci d'être là, merci le chat, merci également les spectateurs. Et j'espère que tout le monde a bien trouvé le lien et que tout le monde peut démarrer. Et puis si vous le regardez en rediff, on vous fait des bisous aussi. Voilà, commençons tout de suite par une des questions. Alors moi j'aime bien les questions sur la rédaction web, je vais attaquer par là. Parce que c'est des questions qui sont extrêmement concrètes, qui veulent vraiment répondre à une situation très précise. Donc, on a des questions comme par exemple, à part la rédaction web, à part la rédaction d'un texte, est-ce qu'il y a d'autres services que je peux vendre à mes clients en ma qualité de rédactrice web? Nous demande Tia. Et c'est une très bonne question parce que justement, en fait, la rédaction web, le fait de rédiger pour le web, c'est presque la partie la moins intéressante qu'il y a à proposer à son client. En fait, écrire, j'ai envie de dire, tout le monde sait le faire. C'est bon. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrête pas de voir nos prix tirer vers le bas parce que ça va, tout le monde est allé à l'école, tout le monde a le bac, tout le monde a ci, tout le monde a ça. Ça va, tout ce que je fais, c'est te payer du temps d'écriture. Pas du tout. Mais alors tellement pas du tout. Parce que ce qu'on fait réellement, concrètement, c'est faire parler la marque du client. On l'a fait parler. On l'a fait parler à des gens. On l'a fait parler dans un but. On l'a fait parler avec une volonté d'un effet. Donc, si jamais, en fait, on ne vend que des textes qui ne sont que des textes, elle parle, personne l'écoute. Elle parle, elle déçoit. Elle parle, elle ne prend pas le temps de se poser la question de si elle aide vraiment. Donc là-dessus, en fait, à part la rédaction d'un texte, ce qu'on peut proposer au client, c'est une fiche éditoriale analytique de son positionnement, une analyse de sa communication, une analyse de ses besoins de communication, une stratégie éditoriale. On a toutes ces choses-là qui vont avec. Et également, pourquoi pas, des recommandations ou même l'analyse du site pour voir où ça manque pas, dans le principe d'évolution du visiteur entre sa position de visiteur, prospect, client et ambassadeur.
on a la possibilité d'agir, d'interagir, de lui donner des bons éléments. On a la possibilité aussi d'évaluer qu'à un endroit donné, il manque de la réassurance, il manque de la sécurisation, il manque des confirmations, il manque un discours qui est plus proche plus de la personne, qui répond mieux à sa question. Il manque la vignette qui permet aux gens de comprendre pourquoi le produit est bon. Et notamment, un des éléments les plus importants, c'est que la plupart des clients ne sont pas formés, éduqués à comprendre le produit ou le service de votre client. C'est là aussi où on a un extraordinaire travail d'éducation pour expliquer pourquoi la montre qu'on s'apprête à vendre 2000 € vaut 2000 €, pas parce qu'elle donne l'heure, mais parce qu'elle offre quelque chose de complètement différent. Et c'est là où on a quelque chose à offrir parce que on est là pour éduquer, on est là pour rassurer, on est là pour convaincre, on est là pour attirer. Toutes ces choses-là, en fait, on le fait avec du texte. Et ce ne sont que des mots. La vraie question, c'est est-ce que on peut simplement se contenter de mots aujourd'hui ou est-ce qu'on est obligé de rentrer dans la communication? Si on rentre dans la communication, on a un énorme panel d'offres complémentaires à notre client qui peut lui permettre d'avoir des textes qui sont très bien calibrés pour ses objectifs. Voire même, petite parenthèse, lui faire découvrir ses objectifs parce qu'il ne les connaissait pas. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut offrir en plus. Camille, on passe au storytelling et vous avez posé beaucoup de questions à propos de Camille, à propos de sa formation, à propos de la manière de faire, etc. Mais on va commencer par la base parce que ta vision n'est pas la vision de tout le monde et je sais notamment que tu essayes de formaliser ça au travers d'un certain ouvrage qui arrivera bientôt et dont on y parlera tout à l'heure. Et donc notre première question, c'est quoi pour toi, Camille Gillet, le storytelling? Avant toute chose, avant qu'on rentre dans vos questions, posons le contexte. Bon, alors, on va essayer de faire la version la plus simple et la plus rapide. C'est ce que je formalise justement. Je repars toujours de ce qu'on lit partout, généralement dans le chapeau des articles, qui est à chaque fois l'art du storytelling, c'est l'art d'écrire des histoires. Donc, je pars toujours de cette base-là parce que ça n'est pas inexact, mais j'estime que ça n'est pas non plus juste, parce que l'art d'écrire des histoires, c'est le travail en fait d'un auteur. Le travail d'un écrivain, d'un scénariste, etc. Le storyteller, il est là pour vendre, en fait, l'histoire. Donc certes, il va dégager l'histoire de l'entreprise, et il va peut-être dégager l'histoire de l'entreprise, on reviendra là-dessus, sur cette notion-là, mais le récit narratif qu'il peut créer justement sur l'entreprise, on va appeler ça d'ailleurs un méta-récit, qui va déployer autour des différents canaux, des différents supports, etc., qui va justement décliner au travers de campagnes et tout. Mais ce méta-récit-là, il a un but, en fait, au final, c'est de faire adhérer les gens à la marque, en fait. Et l'intérêt de la marque, c'est de vendre. Donc le storyteller c'est pas un romancier, il aura jamais le prix Victor Hugo, en fait. Tout ce qu'il peut espérer, à la limite, c'est un prix marketing, quoi. Donc s'il travaille dans la publicité, il peut espérer les Cannes Lions, mais c'est autre chose, quoi. Le storytelling, c'est comment on transforme quelque chose d'extrêmement terre-à-terre, qui est le merchandising, en fait, en récit potentiel, si je dois simplifier. Après, concrètement, c'est différentes choses. C'est du récit écrit, ça peut être du récit visuel, ça peut être du récit audio. C'est pour ça que ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui dans ce qu'on entend, notamment dans la rédaction web, l'association rédaction web storytelling est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que évidemment, il peut y avoir une utilisation du storytelling dans la rédaction web. Enfin, c'est même c'est suffisamment pour eux en fait pour que ce soit naturel chez les gens. Le fait est que le storytelling n'est pas qu'un support écrit en réalité. Je le vois depuis que je suis devenue storyteller. Très sincèrement, j'écris finalement plus beaucoup en fait. Je conçois des récits, mais je les conçois sous tellement de formes différentes que écrire des histoires un peu en l'île était une fois, etc. Finalement, c'est plus tellement le gros du job. Donc vraiment, le storytelling, c'est et restera la mise en exergue d'une narration qui va permettre de transformer. Voilà. Et j'ai une question intermédiaire avec la question suivante qui m'intéresse, mais le storytelling est-il au même endroit? Est-ce que quand on fait du storytelling, on le fait sur une page? C'est quoi la surface du storytelling dans sa communication? Partout, absolument partout. La charte graphique, par exemple, participe au storytelling, en fait, d'une entreprise. Parce que les couleurs, les polices d'écriture, l'UX aussi, ça va
ordonner justement, ça va traduire une ambiance, etc. J'en avais parlé justement quand j'ai fait la refonte de Camille Gillet. J'ai fait justement tout un carrousel sur LinkedIn pour montrer comment, via le design, on pouvait raconter quelque chose aussi. Et de fait, le storytelling est partout parce que le récit, c'est implicite. Voyez un petit peu la faculté qu'ont les humains justement à trouver du sens partout, parce qu'on est des animaux en quête de sens. On a besoin, on va chercher des signes, des explications, des justifications. On a besoin systématiquement qu'il y ait quelque chose qui justifie l'existence de quelque chose. De fait, en fait, le storytelling, et si on considère que c'est donc le récit appliqué au marketing, on va le trouver absolument sur toutes les formes. Et c'est important pour moi. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais c'est important pour moi de faire bien comprendre aux gens que le point de départ d'un storytelling peut être une page Facebook et le point d'arrivée peut être la page de vente ou même au-delà le panier ou même au-delà les mails de remerciement. Le storytelling, en fait, diffuse une image extrêmement cohérente d'une histoire qui justifie la présence de la personne face à son client. Donc, c'est vraiment, voilà. J'avais besoin un petit peu aussi qu'on entende ça parce que beaucoup de gens, en fait, considèrent que le storytelling, c'est écrire une histoire sur une page, genre la page à propos. Bien sûr. Et c'est important de comprendre que ça va absolument partout et tu l'as très bien expliqué. Alors, je vais te poser maintenant la question que j'adore, qui est, dis-moi, pourquoi tout le monde veut faire du storytelling? Pourquoi tout le monde veut vendre des formations de storytelling? Qu'est-ce qui se passe avec le storytelling? Eh ben, je sais pas pourquoi, soudain, on s'y intéresse. C'est vraiment le truc, ça me dépasse. Je fais des recherches justement actuellement, parce que bon, tu l'as rappelé, je suis en train d'écrire un livre. Mais le fait est que le storytelling tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un ensemble de techniques qui ont été pensées, formalisées et théorisées, ça date quand même des années 90. Donc bon, c'est pas récent. Ça date certainement pas du web. Et ensuite, on le voit bien déjà, notamment au sein des propagandes de la Seconde Guerre mondiale, enfin des différents blocs et tout, que le storytelling est quelque chose qu'on avait déjà politique, qui était déjà utilisé. Mais derrière, on peut remonter complètement à l'Antiquité quand on a un Jules César qui est en train de rédiger sa conquête des Gaules. Il le fait pas pour lui-même, il le fait pas pour la postérité, il le fait pour envoyer un signal à Rome et pour raconter justement la grandeur de César, parce qu'il espère revenir en conquérant, parce que derrière il a des intentions politiques. Donc c'est déjà du storytelling. Du coup, le fait qu'on s'y intéresse maintenant et que ça explose maintenant, je ne sais pas. Je pense très sincèrement que c'est revenu à la mode parce qu'il y a une espèce d'Eldorado qui s'est fait avec Internet. On a l'impression qu'on redécouvre des métiers qu'on connaissait hier. Certes, on dit rédacteur web, mais finalement, le copywriter au sens strict, c'est-à-dire la personne qui va écrire des contenus pour vendre, hier, il faisait ça sur les slogans, sur les plaquettes, etc. Ben, aujourd'hui, c'est le rédacteur qui va s'en charger. Bon, on appelle ça un copywriter aussi, mais on redécouvre en fait des choses qu'on connaissait hier dans le print et dans le marketing général. Donc, je pense que c'est simplement, ça me fait l'effet en fait des enfants à qui on a enlevé un jouet pendant quelques temps. Quand on est passé à l'ère Internet, en fait, c'est comme s'ils avaient changé de pièce. Et puis d'un coup, on se remet à réintroduire en fait des jouets. Et en fait, ils se souviennent que en fait, ça existe et c'est super. Il y a l'emballement qui va avec. Je pense très sincèrement que c'est juste lié à ça, parce qu'en soi, finalement, c'est vieux comme le monde. Et concernant le marketing, c'est extrêmement vieux aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que le storytelling est une réelle sous-branche du marketing. C'est vraiment la stratégie marketing, une des stratégies marketing avec le copywriting, le branding, le personal branding ou d'autres. En fait, c'est une stratégie de conviction. Je vous rappelle que le but du marketing, c'est qu'une marque arrive à parler à son client, lui expliquer qui elle est pour lui et convaincre ce client qu'elle est une bonne solution à son problème. Le marketing, moi, j'ai fini par le résumer de la manière la plus bête qui soit, c'est faire parler une marque avec son client. Point. Exactement. Le reste, c'est des techniques. Mais le but, c'est une marque qui est vide, qui n'a aucune substance, aucune réalité, la rendre humaine. Tout simplement humaine. Donc, lui raconter une histoire, ça fait partie des choses qui la rendent terriblement humaine. Oui. Je rebondis là justement sur l'idée que tu viens de souligner, justement, de raconter l'histoire et de faire parler l'histoire avec les clients. Dans le storytelling, il y a c'est vrai que j'ai encore tendance à dire un peu le storyteller, le storytelling et le public. Mais par exemple, vous avez Sébastien Durand, qui est un des grands théoriciens justement français du storytelling. Enfin, c'est quand même grâce à lui qu'on a notamment le principe des 7 storytelling appliqués au Dieu et au jour de la semaine, que j'ai un petit peu évoqué dans l'introduction justement de la meilleure formation du monde sur le storytelling.
Oui. J'ai pas voulu trop rentrer dedans parce que effectivement c'est un petit peu trop complexe entre guillemets. Et puis bon, voilà, peu importe. Quoi qu'il en soit, lui il désigne en fait les deux parties comme étant le narrateur ou les narrateurs qui donc émergent enfin ils viennent de la marque, ils représentent la marque, et les narrateurs. Et les narrateurs en fait ce sont les récepteurs, mais il considère que les narrateurs sont là également pour renvoyer et participer au méta-récit. Ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on a un storytelling qui n'est plus totalement vertical, du fait notamment du web. On est de plus en plus sur un storytelling horizontal et ultra participatif. C'est pour ça que le terme narrateur, je commence à le faire mien également et à l'adopter aussi à force de pratique, parce que je vois tout à fait ce qu'il veut dire quand il explique justement que c'est un récit qui se construit également avec la marque. On n'est plus tellement sur une marque qui arrive et qui impose et de manière totalement verticale en disant bah voilà, ça c'est mon histoire, ça c'est tu adhères pas. Aujourd'hui, il y a une telle demande de la part de la société et des narrateurs en général envers les entreprises pour adhérer à certaines valeurs que du coup elles deviennent également partie prenante de ce storytelling. D'accord. On reviendra sur le storytelling juste après. On va prendre une question de rédaction web pour varier les plaisirs. Et Bien nous sûr. avons une autre question de Tia qui est intéressante parce que je pense qu'on va peut-être mélanger un petit peu le storytelling avec. La question est, avoir un site internet est-il indispensable quand on est rédacteur web? Qui Et pose toujours des questions intéressantes. toujours, toujours. Et cette question est intéressante parce qu'en fait, elle est pleine de conditions. La première condition, euh, c'est quoi votre histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'un site internet est important? Oui, si vous avez besoin d'un support, d'un lieu, la possibilité de déployer un discours. Soyons clairs, si vous voulez vous positionner sur rédacteur web, recherche rédacteur web ou commande rédacteur web, c'est mort. Vous avez déjà des très grosses entreprises et notamment les plateformes qui raflent toute la mise. Donc, c'est pas là-dessus que vous gagnerez. Vous gagnerez peut-être sur les longues traînes, c'est-à-dire les mots-clés qu'on tape plus rarement, mais qui concernent des demandes très spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez envie de travailler uniquement avec des gens en puériculture, rédacteur web puériculture, etc., tout ce qui peut travailler là-dessus peut vous permettre d'amener votre bonne clientèle. Donc, vous avez en gros une autonomie pour pouvoir développer une stratégie. Si vous n'en avez pas, allez au plus proche de votre cible. Faites toute votre démarche sur LinkedIn, mettez des articles sur Medium, essayez de trouver des endroits où vous pouvez poster des choses. Bref, le site Internet, dans sa fonctionnalité, vous pouvez l'éclater aujourd'hui et le mettre sur tous les réseaux qui sont proches de vos clients. Donc, il y a une raison de créer un site Internet. Si vous n'avez pas cette raison-là, si elle ne fait pas partie de vos objectifs, vous n'avez pas besoin d'un site Internet. D'accord? Ça correspond aussi beaucoup à la question du personal branding. Le personal branding rentre indirectement dans la question du storytelling. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Faut-il un site Internet? Non. Enfin, si vous n'en faites rien, surtout, au contraire, il vaut mieux éviter. Le site internet, tu l'as dit, c'est une vitrine, c'est aussi un outil. Donc, si vous le laissez de côté, finalement, vous allez dépenser de l'argent, du temps pour rien. Et ça, vraiment, à titre personnel, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un site internet qui n'est pas entretenu, qui est vide ou qui ressemble vraiment trop aux autres. Quand j'ai des gens comme ça qui me proposent leur service ou quoi que ce soit, mon premier réflexe c'est d'aller sur leur site si jamais il y en a un. Si je vois vraiment qu'il n'est pas du tout entretenu, je me dis bon voilà, tu l'as fait parce que tu t'es dit qu'il fallait le faire, mais ça me dit surtout de toi finalement que tu es quelqu'un qui va suivre. Chez moi ça va pas forcément matcher du coup. Quelqu'un qui s'est pas forcément investi dans son travail. Donc si en plus tu te dis blogueur et rédacteur, je vais encore moins apprécier. Donc voilà, faut faire attention. Et puis pour reboucler sur le storytelling, voilà, si c'est pour présenter finalement quelque chose d'assez convenu et puis n'avoir aucune UVP, parce que c'est un outil mais c'est également un produit finalement, c'est surtout en tant que rédacteur. Copywriter ou peu importe, n'importe quoi qui a un rapport de près ou de loin avec un site web, aujourd'hui je veux dire, c'est votre preuve en fait de votre savoir-faire en grande partie finalement. Parce qu'on n'arrête pas de dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en fait il faut surtout pas se cacher derrière ça. Soyez hyper exigeant, si vous faites quelque chose, faites-le jusqu'au bout en fait, ou alors ne le faites pas. Et Enfin, c'est vrai. voilà. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui vient de se prononcer directement dans les commentaires. Je salue Cathy Rincé, qui est là. Ouais. Et Cathy, en fait, la Cathy qui pétille, elle a fait un site internet qui est exceptionnel
de caractère, de positionnement, d'envie. Elle donne extrêmement envie de travailler avec elle. Et comme elle le dit, en fait, ça sert aussi de vitrine. Ses clients viennent lui dire, tu vois ton site, je veux le même. Et ça s'arrête là. Les gens, ils viennent passer commande du site. Mais Cathy a fait un travail, et j'ai vu ce travail avec les mois, notamment, extraordinaire, se refaire pour développer en fait une particularité de son caractère, son enthousiasme, son envie de bien faire, son envie de créer de l'imagerie qui soit apaisante, forte, très cohérente, etc. Et donc, c'est vrai qu'elle a raison. C'est une démonstration de force aussi, une démonstration de son travail. C'est comme si vous alliez chez un designer, que vous arriviez sur son site internet et que vous le trouviez plutôt très moyen, ou alors un thème qu'il a acheté sur WordPress, vous lui dites au revoir, c'est tout. Si vous arrivez chez un coiffeur et qu'il est mal coiffé, vous repartez. Ça s'arrête là. Donc, un rédacteur qui publierait des textes qui ne sont pas bons, pas pertinents, pas parlants, avec des fautes, mal faits, sans les balises, ou sans travail SEO ou quoi que ce soit, la personne vient vous juger sur pièce. Donc, c'est à double tranchant. Si vous savez le faire, si vous souhaitez le faire, faites-le bien. Et comme je dis souvent, revenez tous les 2-3 mois sur votre site, regardez-le avec un œil neuf et n'hésitez pas à le refaire. Parce que vous évoluez, votre site évolue, il doit toujours vous ressembler. C'est un véritable outil qui parle pour vous matin, midi, soir et la nuit. Donc, il a intérêt à être bien raccord avec vous. Voilà, c'est plutôt une bonne réponse, je trouve, qu'on vient de faire. Par rapport à ça, je pense que tout le monde saura quoi faire par rapport à ça. Repartons un petit peu du côté du storytelling. Alors, nous avons une question qui est une question de Pascal, qui dit « Que faut-il pour être une bonne storytelleuse? Comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce qu'on évolue ?» Alors, c'est vague et vaste. Et encore une fois, c'est du my to send, là, pour le coup. Parce que j'ai absolument pas de prétention là-dessus. Et c'est une question, en fait, que je pense on se pose en permanence. Mais je pense qu'en fait, c'est une question qu'on se pose en tant que... Enfin, peu importe l'expertise, en fait, qu'on prétend avoir. Je trouve ça même plutôt sain de se poser toujours en question, enfin, la question de qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, en fait. Et à quel moment je suis bonne ou pas bonne. Et du coup, la réponse est très simple, c'est que de fait, il faut continuer de pratiquer, il faut continuer d'accumuler, il faut continuer d'apprendre, en fait. Donc, pour être un bon storyteller, j'ai envie de dire qu'il faut avoir, ça recoupe d'ailleurs avec une des questions qui sera posée plus tard, avec la culture générale en général. Parce que, on l'a dit, c'est du récit, donc on a besoin de se nourrir de récits, et on a besoin de s'en nourrir, mais on a besoin de les interroger. D'interroger le mécanisme, les types de récits, etc., les émotions que ça génère, et j'en passe. On a besoin de lire aussi des théories par rapport à ça, des théories pratico-pratiques sur le storytelling quand on en trouve, des théories peut-être un peu plus vagues sur le récit aussi, et puis de se remettre en question. Je pense que c'est surtout ça, parce que ce qu'on a trouvé, on a jugé pertinent à un moment donné, plus tard, quand on a acquis un peu plus d'expérience, ou qu'on a appris un élément, par exemple, qui nous a complètement remis en question sur peut-être un process, tout simplement. Du coup, il faut l'assimiler et en faire justement une nouvelle application que l'on est ouvert à l'idée qu'elle soit remise en question, si ça se trouve au client prochain, en fait, tout simplement. C'est un peu le problème. Moi, je me demandais, je crois pas qu'on l'ait dans les questions, et je pense que c'est important. Enfin, on a la question du côté des rédacteurs et on va traiter ça. Mais du côté storytelling, c'est quoi les indicateurs qui montrent qu'on a bien travaillé? Sur quoi, en fait, c'est quoi les buts qui fait que on sait si on est plus ou moins loin de son but? Tu vois? Franchement, c'est un peu les mêmes types d'indicateurs qu'au copywriting, je trouve. J'ai pas encore tout à fait répondu à cette question parce que le problème du storytelling, c'est qu'il est à la fois là pour plaire au narrateur, donc à la cible, mais il est aussi là pour plaire au narrateur. C'est-à-dire que les clients vont souvent venir quand même pour avoir leur petit kiff aussi à eux, en fait. C'est là où justement je les accompagne un petit peu en leur expliquant que leur vision, de leur marque, etc. Comment dire, ce qu'ils ont envie en fait de transmettre n'est peut-être pas forcément ce dont la cible a besoin ou ce à quoi avec la cible va réagir en fait. Donc des fois on est un petit peu obligé de leur rappeler que voilà, t'as envie d'un storytelling, ce qu'on appelle le storytelling jupitérien par exemple, qui est le storytelling un peu je me la pète, je suis seule, je suis leader, j'arrive, boum, je les pose un peu sur la table et je vous en prie, aimez-moi. C'est pas forcément un storytelling qui fonctionne avec tous les publics et avec tous les secteurs et qui va
ou pour lesquels justement tu as des éléments dans ton métaraci qui vont vraiment permettre d'aller dans ce sens-là. Donc des fois, tu es un peu obligé de recaler les choses, quoi. Donc au final, tu juges en fait de la pertinence de ton storytelling bien un petit peu aux objectifs qu'on t'a fixés à la base. Si le mec vient de te demander juste d'en créer un, bon, bah voilà, tu le crées, puis tu vois un petit peu comment les gens adhèrent ou adhèrent pas. Donc ça, c'est un peu flou. Ça dépend. Sur les sites web, c'est plutôt facile à voir parce que bah, tu peux voir si ça convertit, si la personne reste, va un petit peu commencer à créer un lien avec l'entreprise, si elle va aller sur ses réseaux sociaux. Enfin, en gros, voilà, s'il y a une relation durable qui peut se créer. Tu peux le voir aussi en meeting, aux réactions des gens, mais en fait, c'est vachement du ressenti, quoi. Donc, à part sur un story, ça c'est pour le storytelling général, mais à part par exemple sur une campagne de pub, tu fais un script pub particulier, bah, tu vois si elle convertit ou pas. Au final, tu sais pas si c'est le storytelling qui fait que ça convertit, tu sais pas si ça va être le produit qui fait que ça va convertir, si c'est le timing. Du coup, pour l'instant, franchement, j'arrive pas trop à trouver des trucs hyper cadrés comme on peut en avoir en SEO, etc. Parce que mine de rien, bah, je trouve ça trop vaporeux en fait encore. C'est pour ça que d'ailleurs je ne garantis rien du tout d'ailleurs. Et oui, c'est surtout une rencontre, c'est organiser la rencontre et présenter correctement la marque et la positionner de manière à ce que la cible l'entende et l'accueille. C'est ça. Et c'est là le plus dur. Et c'est vrai que le storytelling, déjà, c'est pas un truc rapide, c'est un truc qui s'installe dans le temps. Et c'est là où c'est très compliqué de savoir si on a fait un bon ou un mauvais storytelling. En fait, on le sait quelque part quelques années plus tard, quand quelqu'un nous parle par hasard de la marque et nous dit « Ah là là, qu'est-ce que c'était cool !» Qu'est-ce que j'adorais cette marque. Voilà, on a quelque chose là de l'ordre du storytelling. Mais il faut aussi rappeler un petit détail, c'est que le storytelling, c'est aussi des actions. C'est-à-dire une entreprise qui dit que depuis longtemps qu'elle est pour le droit des femmes ou qu'elle est écologique ou qu'elle est ce genre de truc, si on ne la voit pas dépenser de l'argent dans des lobbies ou ce genre de trucs pour réussir à convaincre, pour réussir à changer, et qu'à un moment donné, on lui offre l'opportunité de montrer qui elle est vraiment et qu'elle le fait pas pour une raison ou une autre, qu'elle ne veut pas rentrer dans un conflit ou autre, elle perd toute crédibilité. Le storytelling, c'est une vraie histoire qu'on fabrique, une vraie histoire. Et d'autant qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, bon, on rappelle, on est sur l'ère d'Internet, donc c'est extrêmement immédiat. La réaction des gens est fulgurante, en fait. Ton storytelling peut te péter à la gueule, ton action ou ton storytelling général peut te péter à la gueule simplement sur un tweet, en fait. Un tweet, une campagne vidéo, quoi que ce soit. Donc, et même si, en plus, ton idée est excellente. Je pense à la campagne de Gillette, là, qu'ils avaient sortie aux États-Unis, il me semble, justement sur différents types de masculinité. Ça correspond pourtant vachement bien à l'ère du temps, ça s'inscrit vraiment bien sur les valeurs et tout. Pourtant, il y a eu derrière une réaction extrêmement mauvaise de la part de beaucoup de mecs qui se sont mis en scène en train de jeter leur rasoir Gillette, etc. parce que justement ils n'ont pas du tout aimé et Gillette a un petit peu calmé le jeu derrière parce que ils avaient raison selon moi sur leur storytelling. Mais au final, ben, ce qui comptait, c'était leur narrateur et ça correspondait pas à leur narrateur. De fait, c'était mauvais. Parce que bah, c'est ça qui est cruel, c'est que votre campagne ou votre idée, elle peut être excellente. Si elle est mal reçue, elle est forcément mauvaise, en fait. C'est ça, l'échec. Ça ne dépend finalement pas de la nature de votre travail. On peut pas, et même s'il y a une campagne contre, c'est-à-dire si à un moment donné, il y a une minorité de gens qui décident de faire un maximum de bruit au point de salir l'idée qu'on est en train de faire, eh ben, elle part à la poubelle pareil, parce que vous pouvez pas, enfin, à moins de contre-attaquer avec beaucoup d'intelligence et réussir à convaincre de votre sagesse, ce qui est rare aujourd'hui, parce que les gens sont pas pour les marques, ils sont du côté du peuple. Donc, en fait, pour le coup, généralement, quand c'est perdu, c'est perdu. Là, il y a une question d'Églantine justement qui est intéressante où elle me demande si c'est pas un peu intuitif la construction du storytelling et ça va être redondant avec une question par la suite, mais totalement en fait. C'était aussi mon impression au tout début. Et puis j'ai un peu écarté en me disant non, on va essayer d'être sérieux, on va apprendre des méthodes, on va suivre des patterns, on va regarder des KPI et tout. Et en fait, déjà, plus je pratique et plus je me rends compte en réalité que si, c'est vachement intuitif. Et ensuite, j'ai également lu ça chez d'autres storytellers. Et encore une fois, chez Durand, qui rappelle que, ben, mine de rien, on peut se baser sur tout ce qu'on veut, toutes les données, etc. Je reviendrai là-dessus, mais au final, on se base toujours sur la même chose, à savoir, ben, pour simplifier, le monomythe, qui est quand même la base de la base de la base, même si on le décline et tout, dans les différents types de récits. Explique peut-être un petit peu le monomythe. Explique peut-être un petit peu.
Ouais, enfin, je l'explique assez mal, malheureusement, mais en gros, c'est un récit universel qui fonctionne tout le temps et qu'on retrouve dans toutes les cultures, à savoir le héros qui a un Situation appel. initiale, Voilà, obstacle, c'est en fait etc. c'est ce que vous avez appris à l'école. C'est vraiment la situation initiale, la péripétie, enfin l'obstacle comme tu dis, la péripétie, une première résolution. Après bon, il peut y avoir plein de problèmes, mais on le voit ça chez Pixar notamment où on pense que c'est bientôt fini, mais en fait non, il se passe encore quelque chose, mais ils ont réussi et bon bref. Et se rajoutent à ce héros différentes figures extrêmement emblématiques comme le mentor en fait qui est là pour lui apprendre les choses et qui va finir par disparaître d'une manière ou d'une autre pour que justement on comprenne que c'est l'heure qui est grave et que le héros peut du coup s'affranchir de son apprentissage pour devenir le héros à ce moment-là. On a également les sidekicks qui viennent soutenir en fait le héros, lui apporter des éléments soit intellectuels, soit physiques dans la réalisation de sa quête. Et ce mythe-là a été décliné sur plein de choses, avec différents buts, terrasser le dragon, donc à savoir vaincre quelqu'un, apporter la connaissance, récupérer un objet, bon la quête, etc. Mais globalement, c'est toujours le même fonctionnement. Au final, vous pouvez découper une histoire quasiment tout le temps de la même manière. Et vous prenez ça comme base, vous apprenez à les repérer un peu partout et à les décliner. Et après, oui, c'est beaucoup d'intuition parce que même si vous allez derrière chercher à savoir ce qu'aime la marque, ce qu'aime la cible, etc. Je veux pas trop déborder sur une des questions justement. Au final, vous allez toujours revenir à ce que vous savez et à ce que vous sentez comme étant fonctionnel justement. Donc voilà, j'essaie de pas trop On déborder. continue, on continuera. C'est passionnant. On continuera juste après. Revenons un coup du côté des rédacteurs web. Nous avons une question de Ali Janat qui nous dit comment peut-on trouver l'inspiration pour écrire un minimum et convaincre le client alors que le sujet ne nous inspire pas? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une question qui est très juste et très justifiée. Il y a des thématiques qu'on déteste et je les comprends parce que c'est pas notre kiff, parce que le sujet est par définition ennuyeux. Mais moi, il y a quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. C'est le fait de ne pas avoir envie d'écrire un truc vraiment bon pour le client. Non pas parce que je suis fan du client et je veux qu'il m'aime, non, mais parce qu'en fait, j'ai toujours fait la démarche de comprendre le point de vue du client, c'est-à-dire là où il est, la raison pour laquelle il se bat. J'ai besoin de savoir pourquoi il a monté son entreprise de visserie et il fait que des vis de toutes les formes, de tous les trucs. Quel est son lien avec ça? Et l'expérience m'a montré que tout le monde a une bonne raison de faire les choses. Dans la formation, je les embête toujours. Je leur dis pourquoi est-ce que tu es rédacteur web? Ils me disent pour l'argent. Je dis écoute, vends des organes. Trouve des gens, bute-les, récupère des organes, vends les organes. Ça fait de l'argent. C'est pas la rédaction web. La rédaction web, tu gagnes pas assez. Donc c'est un truc, tu vois, où à chaque fois, ils donnent une raison généraliste du type pour rester chez moi. Mais non, deviens rentier. Épouse un mec qui est riche, tue-le, deviens rentier ou deviens rentière ou ce genre de truc. Et en fait, on peut toujours aller d'une côté ou d'une autre. La question, c'est pourquoi cette personne est allée chez elle, s'est assise devant l'ordinateur et a dit désormais, j'écrirai des textes pour les autres. C'est quoi l'histoire? C'est pas anodin. On arrive là, on fait ça, ça n'a pas une absence de sens. Malgré le fait que vous êtes là et que vous le faites, ce n'est pas une absence de sens. Donc, le client, c'est pareil. S'il décide de vendre des chaussures gauche, uniquement des chaussures gauche, rien que des chaussures gauche, jamais de chaussures droite, il a une histoire. Il faut qu'on aille voir s'il y a des gens qui veulent acheter des chaussures gauche parce qu'ils partageraient la même conviction. Et il faut essayer de se poser cette question. Donc, en fait, quelque part, ce que je dis, c'est qu'en fait, le sujet du client n'est pas spécialement important. Il peut être intéressant, tant mieux. Il peut ne pas être intéressant, tant pis. Le combat du client est toujours intéressant. Le fait de réussir à rapprocher le client des gens pour qui il a dédié sa vie est quelque chose d'intéressant et qui mérite de se battre, peu importe le sujet qui est donné. Donc, si on veut résoudre cette question, le plus simple, c'est de s'intéresser plus au client qu'à son domaine. Voilà. C'est la réponse que je donne après. Je te sens, c'est bon? Elle est passionnée. Tu souhaiterais ajouter quelque chose par rapport à ça? Oh, moi, j'étais beaucoup moins pragmatique, hein, très franchement. Je considérais que voilà, je m'obligeais à faire les textes et en me donnant des carottes et des bâtons. Oui, t'en fais X par jour sur cette thématique et après, tu auras le droit de faire ça. Voilà, pour vraiment répondre à la question comment on fait, on se force et on se donne des petites carottes s'il faut, quoi. Et après, bon, effectivement, on peut aussi s'intéresser, et tu t'es pas le seul à le dire parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler une fois avec Sipaï sur un projet, j'ai vu comment elle bossait, et
et elle était passionnée par la thématique de son client. Et alors que moi, ça me passait mais au-dessus de la tête, ça m'intéressait mais pas du tout. Et elle m'a expliqué le truc. Franchement, enfin vraiment, j'étais limite à fond en fait sur ce que faisait le mec. Et j'étais là, ah ouais, je fais du bon boulot et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, j'ai envie de dire les vrais rédacteurs, ils te vendent en fait leurs clients, mais tellement mieux que les clients eux-mêmes en fait. Donc, je pense C'est que tout le ouais, but, mais surtout, il y a des raisons d'être. Même si, à la limite, le client se sent moins concerné, il a vu une opportunité de business, il l'a ouvert, il y a quand même une raison pour que le produit existe. À l'heure actuelle, on a monté une mini-agence à l'intérieur de la MFM de manière à ce que les élèves aient des vrais petits contrats sur lesquels ils peuvent travailler, où on peut calibrer fonction agence. Et les élèves qui ont fait ça et qui me regardent savent que c'est pas facile. Mais un des clients qu'on a, c'est un client spécialisé dans l'incontinence, les couches pour adultes, hommes ou femmes, pour tous les types d'incontinence. Y a-t-il sujet plus rebutant? Et en réalité, ce que j'explique aux élèves, c'est y a-t-il une personne qui mérite plus d'être accompagnée, aidée, détendue, déculpabilisée que la personne qui a besoin de ce matériel? C'est elle qui va nous intéresser. On va travailler dessus, on va pas la plaindre, on va pas la dramatiser, on va pas expliquer que c'est grave, on va lui dire, hé, ça, c'est ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie, elle est aussi cool que l'ancienne. T'as juste un geste de plus à faire. On se détend. Tout va bien. Et c'est ça tout le travail qu'on fait. C'est d'envoyer ce signal-là aux personnes. Et là, d'un coup, on se sent vraiment très concerné et très engagé dans cet objectif-là. On veut aider la femme enceinte qui risque des problèmes d'incontinence et sur lesquels il va falloir qu'elle travaille sur le périnée ou je sais pas quoi. On veut qu'elle lise cet article et qu'elle se dise, tiens, je vais en parler à notre médecin. Ça, on veut. Il y aura toujours quelqu'un, peu importe, j'ai envie de dire quasiment peu importe la marque, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va peu avoir sa vie changer en mieux, même si c'est les tacos énormes, bien dégueulasses avec plein de sauce. Il y a quand même un mieux chez cette personne-là si elle comprend le sens du message et l'attention qu'on a. Un produit qui n'a pas pour but de changer positivement quelque chose dans la vie de quelqu'un n'existe tout simplement pas. Il disparaît naturellement. Les gens améliorent leur vie au fur et à mesure de leurs achats. Donc, il faut juste comprendre cette clé-là. Et puis, on est au cœur du storytelling à ce moment-là. Tout autant, storytelling de la marque, storytelling du produit, storytelling des équipes qui sont derrière. Il y a des gens qui veulent faire et qui veulent bien faire pour une bonne raison. Donc, j'ai une autre question, Camille. Maintenant, je vais te pointer du doigt. Est-ce que tu es prête? Comment est-ce que tu as été formée, nous demande Nathalie, qui veut absolument savoir. Yes. Eh ben, ça a commencé en fait complètement par hasard, comme à peu près n'importe laquelle de mes expériences. Ça a commencé par une conversation. En fait, j'ai un mec qui s'appelle François Lamé, qui est storyteller. À tout cas, à l'époque, il était encore entre guillemets que storyteller, j'ai envie de dire, et il enseignait également le storytelling. Il était consultant. Et bon, au fur et à mesure, il s'est développé sur les sciences cognitives, etc. Parce que ça fait partie complètement du storytelling, puisqu'on a parlé tout à l'heure du monomythe et tout. Donc c'est voilà, le storytelling, le récit, les constructions narratives, etc. font tellement partie de la construction humaine qu'il est difficile en fait de ne pas s'intéresser au sens social à un moment donné et psychanalytique. Peut-être qu'un jour je serai obligée de m'y mettre d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est parti d'une conversation et où il commençait un peu à pointer justement ce que je faisais. Et on a discuté sur des mois en fait. Et il a commencé justement à m'introduire sur les notions, sur les points d'intérêt, à aiguiser justement mon œil au storytelling et à apprendre à repérer un peu les choses. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y mettre. Un peu en tâtonnant au début, parce que je suis autodidacte. Et de fait, j'ai commencé à la fois par l'expérience et puis je suis venue au manuel, à différents livres. On reviendra d'ailleurs sur les livres que je vous conseille. Et après, mettre en perspective les livres, une fois qu'on les a lus, ensuite on travaille, et ensuite peut-être on les relit, puis on se dit, en fait, là je suis d'accord avec l'auteur, là non, c'est superflu, là oui, je comprends enfin ce qu'il voulait dire, etc. Et donc, au final, je suis toujours en formation, et c'est là où on revient sur la question de qu'est-ce qu'un bon storyteller. Et je pense que je serai toujours en formation. Comme sur les aspects de rédaction, quand j'en fais encore, je suis toujours en formation. Parce qu'on apprend tout le temps en permanence. Donc voilà. Tout simplement. J'enchaîne peut-être avec une autre question qui est plus ou moins dans ces eaux-là. C'est Magali qui
de sa grande humilité, nous dit « J'ai lu des articles de Camille, je suis bien loin d'avoir sa culture. Alors comment peut-on vraiment réaliser un storytelling de qualité quand on est dans mon cas ?» Alors, j'ai envie de dire, on peut pas. Voilà. C'est-à-dire que on peut pas. Si on considère qu'on n'a pas la culture, en fait, ça veut dire qu'on est en train de s'interdire en fait de raconter quelque chose. De quelle culture on parle? C'est ça. C'est quoi le sens de ce mot? Le problème, c'est que moi, ce que j'entends dans sa question, c'est je ne suis pas capable de, donc ne le fais pas. Alors qu'en réalité, on sait très bien que tout le monde raconte des histoires. D'ailleurs, parfois au sens, bobard, etc. On a c'est naturel chez nous. En plus, tout le monde subit des histoires, comme encore une fois, tout est récit. Donc, il n'y a pas de, il y a aucune culture minimum à avoir. Bien sûr, je vais pas vous mentir, si vous vous nourrissez pas, etc., ça viendra pas parce que l'inspiration ne viendra pas, la créativité viendra pas. Vous avez besoin aussi de sentir quelles sont les histoires qui circulent culturellement selon les âges ou les sociétés, hein, parce que voilà, ce qui marche, on le voit très bien avec Culture Pub. Une marque va lancer différentes campagnes de pub, elles seront pas du tout les mêmes selon le pays, donc parce que justement il y a des cultures différentes. Mais il faut surtout pas se brimer, en fait. Il faut surtout pas se dire j'ai pas assez de culture de manière générale ou j'ai pas assez de culture dans le storytelling. Encore une fois, vous allez apprendre et c'est, comment dire, vous allez forcément développer un récit qui vous sera propre et qui sera adapté à votre niveau de connaissance, et que ce soit du storytelling ou du monde en général, parce que vous avez besoin des connaissances du monde pour pouvoir développer votre récit. Donc il n'y a pas de culture à avoir comme moi pour faire comme moi. En fait, ça n'existe pas. C'est pour ça que voilà. C'est une approche qui est peut-être un petit peu scolaire de la problématique. C'est ça. Camille, elle a 18 sur 20, moi j'ai 12 sur 20, est-ce que je vais y arriver? Or, il se trouve que c'est au-delà de 360 degrés, la culture, c'est totalement sphérique, ça prend toutes les directions. Moi, je vais juste rajouter et puis je vais même... Oui. Pardon, je te recoupe, mais je vais prendre un exemple tout con, et Cathy le sait parce que je m'en suis plaint il y a pas longtemps. Justement, j'ai bossé sur le naming d'une agence, d'une résidence pour Next City. Je me suis pris la tête, etc. Et il se trouve que, alors c'est une histoire de fou parce que certains des noms que j'ai envoyés aux clients, il y en a un, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon conjoint qui est développeur web et formateur. Donc, même si c'est quelqu'un qui raconte des histoires, parce que c'est quelqu'un qui voilà, crée des univers, des histoires, etc. Donc, il a une culture récit qui est très forte. Il n'est pas storyteller, donc, enfin, au sens marketing. En attendant, il a quand même trouvé quelque chose d'extrêmement pertinent. Donc, voilà, un petit peu sur la question culture storytelling. Et ensuite, le client est revenu vers moi en me disant, est-ce que vous avez des trucs un peu plus... On avait écarté des questions... ça va faire rigoler Cathy, mais on avait écarté des résidences qui s'appelaient par exemple parenthèse, donc parents, voilà, écrit en parents, apostrophe AISE, parce que voilà, c'était cliché. Parce que, oui. Enfin, pour moi, le sens est terrifiant. Voilà, ce sont le des problème, c'est ça? Non, c'est des résidences familiales. Ah, ok, il y a eu plein de trucs comme ça qui étaient sortis. Non, c'est résidence familiale et tout. Et il y avait plein de trucs comme ça, comme coloc, etc. Bon, parce que ça se situe sur une petite colline et qu'en Provence et qu'en provençal, colline se dit col. Mais des trucs, mais extrêmement cheesy, en fait. Et je les ai balancés comme ça au client quand il m'a dit t'as rien d'autre. Et j'ai rigolé, quoi. Je leur ai balancé aussi Pierre Spective parce que il y a une carrière à côté et que il y a un panorama. Enfin, je me suis dit, allons-y gaiement. Et en fait, le client m'a dit, mais c'est pas mal, t'en as pas d'autres? Et moi, je me suis retrouvée, mais comme une conne, en train de me dire, attends, tu veux me dire que j'ai bossé comme une tarée à faire des recherches, la ville, les machins, à essayer de te trouver des trucs, à essayer de faire quelque chose de cool. Et toi, tu me dis, en fait, que les trucs les plus coiffeurs, en fait, c'est pour ça que je reboucle sur ce que disait Cathy, parce qu'elles ont rigolé justement dans le chat quand je leur avais soumis les trucs en disant, non, mais les jeux de mots à la coiffeur, t'oublies tout de suite. Et en fait, si, des fois, si. Donc, voilà, autant de culture, quoi. J'aimerais poser quand même une toute petite nuance qui, moi, m'inquiète très souvent, d'un point de vue très concret. Est-ce que notre client, il est vraiment compétent? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, justement. Je veux pas qu'on insulte non, mais justement. Mais oui. Moi, quand je montre un texte à mon client et qu'il me dit « Ouais, c'est pas mal, c'est bon, c'est clair, c'est machin », et qu'il y a un énorme travail de copywriting qu'il a
pas vraiment questionné au passage et qui me dit ouais non le call to action, c'est le client qui dit le bouton là je peux l'avoir en bleu alors qu'en fait il y a une énorme strate éditoriale graphique où la couleur bleue a été refusée pour pouvoir faire une vraie proposition franche et lui il veut le bouton en bleu parce que il aime les boutons bleus et quelque part je me dis voilà t'as un client qui te dit ah coloc c'est cool et en fait il est pas lui le gars qui va aller dans la résidence, c'est pas lui. Donc, il faut qu'il prenne de la distance par rapport à sa question. Il doit y avoir quand même d'abord enfin, il doit quand même se mettre à la place de ses clients à lui. Et beaucoup de clients, j'ai envie de dire quelque part, ne sont pas bien formés à être des clients. Ouais. Il y a quelque chose qui est bizarre que ça, quoi. C'est selon la taille du client, c'est compliqué parce que là, en l'occurrence, voilà, c'est gros clients, donc c'est des gens qui, bon déjà, ils lèvent plusieurs projets immobiliers, donc au final, ils ont besoin surtout que ça ressemble pas un peu à leurs autres trucs, et ils ont une vision très arrêtée en fait. Il s'agit pas, c'est pour ça que je parlais du storytelling. C'est normalement, vous êtes censé faire le récit que vos narrateurs attendent et qui vont fonctionner sur qui va fonctionner sur votre narrateur, exactement comme tu dis. Le fait est qu'on est encore sur l'idée que c'est souvent le récit que la marque veut voir créer parce que c'est son kiff, en fait. C'est un peu son bouton bleu à elle. Elle a décidé que ça ressemblerait à ça, donc voilà. On peut dire que j'ai une voiture rouge. Oui, ça change pas. Oui, on va faire. Vous allez avoir une voiture rouge dans le texte, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais donc, et des fois, tu es un peu coincé, ouais. Pour finir, je voulais donner un petit conseil à Magali, notamment quand elle pense ne pas être suffisamment cultivée, et on va mettre plein de guillemets là-dessus. Moi, je vais parler de la culture de la marque et de son environnement. Et s'il y a une chose que je recommande aux gens qui veulent travailler sur une cible donnée, c'est d'aller vivre un petit peu avec la cible. Vous avez cette chance immense d'avoir Facebook ou d'avoir d'autres réseaux où vous avez des communautés de votre cible. Allez discuter avec elles. Soyez pas naïfs. Vous faites pas des fausses idées. Quand des gens écrivent des articles pour notre client sur les couches incontinence, 9 fois sur 10, je dois leur dire, arrête de dire on est désolé pour vous. La première phrase, tu l'enlèves. C'est des gens qui ont la même vie que toi. Simplement, ils font un truc en plus le matin. C'est la même chose que ceux qui portent des lunettes ou ceux qui ont des appareils respiratoires la nuit pour pouvoir éviter les apnées. C'est la vie est la même, sauf qu'il y a un truc en plus. Détends-toi, va discuter avec eux, va les rencontrer, vois à quel point ils sont là en train de dire hey, je vais à la plage, j'utilise plutôt une Tena ou j'utilise une Hartmann, je prends laquelle des deux. Ils sont cool, ils sont détendus, ils veulent des solutions juste d'organisation, c'est tout. Donc, si une fois qu'on sait ça, on sait leur parler. Allez vous cultiver, justement. Allez vous cultiver de la marque, allez vous cultiver de sa cible, allez vous cultiver du domaine, allez vous cultiver avant d'écrire quoi que ce soit. Sachez juste à qui vous parlez vraiment. Ils sont sympas, discutez avec eux. Voilà. Non, David, je dirais couche jusqu'au bout. Donc, non, David est très sensible à propos de l'incontinence. Je ne sais pas pourquoi, je ne questionne pas dans les commentaires. Donc, nous allons reprendre et nous allons pourquoi pas retourner un petit peu du côté de la rédaction web avec des questions qui sont, allez, un peu plus pratico-pratiques. Nous avons Ali Jana qui nous pose une autre question qui est comment rester constant et ne pas procrastiner. Cette question est impossible à répondre en 2 lignes. La vérité, c'est que vous devez vous battre contre vous-même et votre meilleur allié, c'est vous-même. C'est un combat contre vous-même avec vous-même comme allié. La procrastination, c'est le moment où vous avez perdu votre sens, où vous savez plus pourquoi vous faites les choses. Votre combat, c'est de remettre du sens à l'intérieur. Vous avez des possibilités d'avoir un petit sens, comme ce que Camille disait, c'est-à-dire quand j'ai fini mes 3 articles, j'ai le droit à une glace. Ça marche très bien. Ça demande ce qu'on appelle de la discipline. La discipline, c'est quand on n'a pas forcément le sens, mais qu'on a besoin du rythme. Ok, on se cale une discipline, ça s'entraîne, il y a des exercices pour ça, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est de se fixer des objectifs, et des objectifs qui font vraiment sens pour nous. Quand j'aurai cette paye, je pourrai obtenir telle chose, investir dans tel truc, passer à tel niveau, partir en voyage à tel endroit, etc., etc. Après, il y a aussi l'idée d'avoir un rythme de vie où vous avez attribué des temps de travail et où ce temps de travail est sacré. C'est-à-dire, c'est lui le moteur du reste, c'est lui qui vous apporte le carburant, qui vous permet le lien, etc. Donc moi, j'ai des temps de travail qui sont fixes et posés, qui sont 10, 12, 14, 18. Ça dépend avec
Avec le confinement, ça a un petit peu bougé avec le couvre-feu parce que je dois sortir le chien. Donc voilà. Mais voilà, j'ai toujours ces temps où je suis assis et où je bosse. Maintenant, Églantine qui est là et qui nous regarde et qui est l'assistante de la MFM s'occupe d'organiser les choses afin que je puisse arrêter de procrastiner aussi et pour pouvoir réussir à donner aussi un petit peu plus de sens. Donc là, j'ai trouvé comme solution de parler avec elle, de redonner du sens, de savoir où on va, de se fixer des deadlines et d'essayer de les tenir pour garder la motivation. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est euh, le travail et les missions que vous avez, en fait, sont fantastiques parce qu'elles sont totalement extensibles. C'est-à-dire, si vous avez décidé d'écrire un texte en 8 heures, au bout de 8 heures, vous aurez un texte. Si vous avez décidé de l'écrire en 1 heure, au bout d'1 heure, vous aurez un texte. En fait, le travail s'étend avec le temps que vous lui donnez. Donc, si jamais vous procrastinez beaucoup trop, je vous conseille de faire des demi-journées de travail et de partir l'après-midi faire de la balade. Vous aurez le même niveau de résultat. De toute façon, Ouais. vous aurez la même chose. Par contre, ça aura du sens et vous serez vraiment focus. Après, je vous conseille aussi de regarder les techniques pour se focus vraiment, parce que dernièrement, j'ai découvert en fait à quel point il y a des niveaux de profondeur de concentration. Et quand on est dans le dernier niveau ou dans les niveaux les plus avancés, le boulot est hyper simple et hyper intéressant. Donc, je vous recommande vraiment de trouver le moyen de descendre en profondeur dans votre concentration. Ça vous prendra peut-être 10 minutes pour l'atteindre, mais quand vous y serez, vous ferez un truc génial. C'est Tu les parles du idées qui... flow, en fait. Oui, notamment. Je pense à, comment il s'appelle, Fabien Olicard, qui donne des cours là-dessus, notamment sur YouTube, qui est très sur tout ce qui est mentalisme et qui a Mhm. voilà ses techniques à lui, des visualisations, des choses, et comment en fait il plonge après en focus dans sa mission et à quel point il la maîtrise de bout en bout, et à quel point elle va vite, à quel point il en sort vite et à quel point c'est bien. Donc je recommande ça, c'est une force qu'on a tous et on l'oublie trop souvent. Et souvent, ce qui nous épuise le plus, c'est d'être dérangé et de ne pas pouvoir descendre à ce niveau de profondeur parce que ça nous coûte de l'énergie de descendre et donc ça nous écœure à force parce que on a eu un message sur Facebook, on a eu un copain qui a téléphoné, on a eu un oh tiens j'ai envie de manger un truc, tiens j'ai machin. On n'a pas réussi à focus. Donc voilà, Mm. c'est les petites idées que j'ai en tête. Si tu en as d'autres, des petites recettes, n'hésite pas. Ali Janat et Non, parce impatient. que t'as dit comme voilà, t'as parlé de la demi-journée, c'était un truc que j'avais pratiqué avant d'avoir un enfant et ça fonctionnait du tonnerre parce que je suis une grande procrastinatrice et vraiment c'était parfait. C'était et le flow, en fait, la technique du flow est une technique que j'essaye aussi de garder justement quand j'écris. C'est plus compliqué quand il y a un enfant ou quand on a toujours les tâches, voilà, la charge mentale qui tourne sur les tâches ménagères, etc. Mais il faut vraiment accepter des fois de se dire bon bah c'est pas grave, la machine elle sera pas faite, le gamin il va peut-être pas prendre son bain ce soir, ou alors il va pas bouffer un truc de ouf, mais juste des coquillettes et une salade et du jambon, il s'en fout, c'est pas grave, mais toi au moins t'as au moins été focus voilà quelque temps parce que souvent tu dis ça y a une distraction et au-delà des distractions physiques il y a aussi celles qu'on s'impose nous-mêmes, enfin je pense à nous les femmes parce que voilà je suis multiféministe au passage, mais c'est vrai qu'on est tout le temps en train de penser sur l'après, on est toujours enfin voilà, c'est un petit peu très Star Wars encore une fois, mais c'est ce que dit très très bien Yoda à Luke, c'est qu'il lui fait le reproche justement d'être toujours en train de penser au futur et jamais là où il est à ce qu'il fait précisément, et c'est un problème qu'on a aussi nous. Donc, et si on n'est pas focus, ben en fait on ne peut pas descendre comme tu dis pour atteindre ce flow là, et qui est un moment d'extase en fait créatrice et de passion, et du coup on abat une quantité folle de travail en quelque temps quoi. Oui. Je rajouterais que tout ça, en fait, est contenu dans la technique qu'on appelle le Pomodoro et que je vous Mm. recommande fortement de regarder parce que c'est exactement l'effet du Pomodoro. C'est le fait que vous attribuez un temps à une mission, à un travail. Et pour le coup, je vais dire ça juste après. Et pour le coup, en fait, vous avez un temps donné qui est réservé à votre plongée. Donc, vous avez un temps pour faire ça, ce qui vous permet d'être plus motivé à plonger retiré parce que le Pomodoro, c'est le choix que 1 heure a été consacrée à ça et 7 heures ne sert que à ça, rien d'autre. Donc, Mm. voilà. Nous avons Nelly qui nous recommande le livre de Fabien Olicard que j'ai vu passer. J'avais peur qu'il soit un peu trop marketeux, alors j'ai pas trop misé dessus, mais je me suis souvent demandé s'il était intéressant ou pas. Le livre s'appelle Votre temps est infini et Fabien Olicard fait vraiment tout son business entre humour, intellect, fonctionnement du cerveau, etc. Et donc il peut avoir dégagé une vraie spécialisation là-dedans.
Voilà, Nelly dit que ça l'a beaucoup aidé. Après, nous avons Cathy qui parle de mon podcast sur est-ce qu'un moustique peut tuer un cheval? Ah oui, d'accord. J'ai coupé toutes mes notifs sur mon téléphone. C'est vrai. J'ai fait un sujet il y a pas longtemps qui était que j'avais été étonné de savoir que quand il y avait des mouvements de moustiques, notamment dans certaines régions, en fait, ça butait les chevaux. Et il y avait quasiment tous les animaux, grands, chevaux, vaches, qui crevaient. Et je comprenais pas, en fait, comment un moustique pouvait tuer un cheval. Et en fait, c'est parce que les moustiques, piquent le cheval non-stop, jusqu'à épuisement. Et en fait, le cheval meurt de n'avoir pas pu se reposer. C'est ça ce qui tue le cheval. Et donc, j'ai parlé à ce moment-là des notifications, en vous disant, si ça peut tuer un cheval, imaginez ce que c'est sur vous, le fait d'avoir des notifications en permanence qui vous rappellent qu'il y a telle chose, l'application là veut jouer avec vous, et puis finalement, il y a une copine qui vous dit un truc, et puis, il y a un titre un peu putaclic au moment où vous passez sur un site. Tout ça, en fait, c'est épuisant. Donc, c'est le raisonnement, en effet, que j'avais déroulé dans mon podcast qui s'appelle En balade avec Oli. Oli, c'est mon chien. Quand je me balade avec elle, je sors mon téléphone, j'enregistre un podcast entre 10 minutes et une demi-heure tous les jours. Voilà, sur le raisonnement, alors c'est complètement libre. Hein. La plupart du temps, ça tourne quand même un petit peu autour des rédacteurs web et de la réalité, mais c'est surtout, je me demande s'il s'est passé quelque chose de marquant desquels je peux parler sur les 24 dernières heures, et je raconte quelque chose à partir de là, de ce que j'en sais, de ce que j'en comprends. Voilà. Donc, on retourne un petit coup, je crois, du côté des rédacteurs web. Non, pardon, on en revient. On va retourner du côté du storytelling avec une question de Magali, de nouveau, qui aimerait vraiment devenir comme toi et qui nous demande, dis-nous Camille, comment interroger son client pour créer les premières étapes d'un storytelling? Comment ça se passe avec le client? Bonjour, raconte-moi ton histoire. Non, pas du tout. C'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, déjà, on va commencer par sa demande. Parce que, et on revient sur qu'est-ce que le storytelling. Quand le client vient te voir avec j'ai besoin d'un storytelling, d'accord. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que tu veux en faire de ton storytelling? Est-ce que tu me parles du storytelling général de ta marque? Est-ce que tu me parles de ta page à propos? Parce qu'il y en a qui disent storytelling pour juste leur page à propos, ce qui sont deux choses différentes. Est-ce que tu es en train de faire une campagne sur les réseaux sociaux ou autre sur vidéo ou quoi que ce soit. Donc en gros, ça va dépendre. Je vais prendre un exemple basique, le storytelling de base. Le client, il vient te voir et il te dit, bon, voilà, j'ai eu le texto, un client qui est venu me voir comme ça en me disant, j'ai lu Sapiens, qui est un bouquin formidable que je vous recommande, justement sur l'histoire de l'humanité. Pardon ? Sur l'histoire de l'humanité. Voilà, sur l'histoire du... Voilà, exactement, et sur l'importance des récits aussi notamment. Et en fait, justement, ça l'a complètement triggered sur le storytelling et ça l'a convaincu qu'il en avait besoin. Donc, il est venu me voir en me disant, j'ai besoin d'un storytelling. J'ai une boîte qui fonctionne depuis 11 ans. En plus, son cœur d'activité est quand même pas facile en termes de narration. Hein, c'est pas le truc le plus sexy, donc ça permet de répondre à Je répondrai plus tard à cette question-là, je réutiliserai cet exemple-là. Il est dans la finance, le mec. Voilà, donc c'est pas le truc le plus facile à faire. Et puis. Pour les valeurs. Non, mais on se dit pas comme ça spontanément, tu vois. On est d'accord. Et voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on crée en fait. Et il n'avait rien, il savait pas où est-ce qu'il allait, etc. Et en fait, avec lui et avec d'autres, j'ai appris quelque chose de fondamental, c'est que on commence par poser la question la principale. Avez-vous fait une brand DNA? À savoir, avez-vous fait vos devoirs avant de venir me voir? Et est-ce que j'attends par là? Voilà, exactement. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous à qui vous vendez? Savez-vous ce que vous vendez? Et savez-vous pourquoi vous le vendez? En gros, ce qu'on appelle aussi le why. Et pour les élèves, c'est la fiche éditoriale. Voilà, j'ai besoin de ton personnage, j'ai besoin de ton UVP, j'ai besoin de tes valeurs, j'ai besoin de... Bon. Et la plupart du temps, ils me répondent qu'ils n'en savent rien. Donc, eh bien, on commence à poser des questions. Et comment la boîte a été créée? Et qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous le faites? Et quelles sont vos valeurs? Non, ne me répondez pas que vous êtes ponctuel et que vous faites du travail sérieux et que vous êtes proche de votre... Parce que ça, ce ne sont pas des valeurs. Ça, c'est le prérequis pour être une bonne boîte. Généreux, volontaire et dynamique. Voilà, merci. Voilà, ça c'est non, voilà. Explique à mes élèves pourquoi il faut expliquer les valeurs et pas juste un seul mot. Pourquoi un mot ne suffit pas? Parce que, en fait, vos valeurs, c'est ce que vous allez transmettre finalement dans votre récit. C'est pour ça que moi j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça. Donc,
Je préfère Camille en live qu'à l'écrit. Ok. Donc ouais, c'est vraiment parce que vos valeurs, c'est celles elles sont nées de votre histoire, elles sont nées de votre volonté également d'histoire future, parce qu'un storytelling est également un storytelling prédictif, parce que vous avez aussi des ambitions. Et donc je sais pas, les valeurs de la MFM. Tiens, on va travailler sur toi. C'est quoi les valeurs de la MFM? Bon. Les valeurs. Déjà, moi, j'explique à mes élèves que les valeurs, on ne les dit pas, on les exprime. On ne les dit jamais parce que les gens, après, ils te prennent pour un fou. Les valeurs de la MFM, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est le fait qu'il y a à intervenir sur le métier de rédacteur web qui est beaucoup dégradé, beaucoup réduit, en fait, pour des raisons principalement économiques, parce que ça coûte cher, en fait, ils poussent pour baisser les prix. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent là-dedans avec l'idée, on leur enseigne un minimum pour qu'ils puissent vivre et survivre et continuer à faire le petit boulot de production dont on a besoin, alors qu'en fait, selon moi, la communication est la chose la plus importante qui soit. Donc pour moi, en fait, l'idée, c'est qu'on est en train de parler aux pauvres et de leur expliquer que la vérité, c'est qu'ils sont rois. Donc, on essaye de les relever. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ça doit concerner tout le monde. D'où ta question sur les tarifs, d'où l'approximation, enfin pas l'approximation, la proximité, pardon, intéressant, appelé Freud, la proximité qu'il y a à chercher les gens, tout profil confondu, tout moyen confondu, de leur amener toutes les manières confondues, parce que je te jure que paiement en 12 fois, c'est long, c'est long, c'est une année entière pour être payé. Donc, on essaye de ramener toutes les solutions parce qu'on veut que toute personne qui se lance ne tombe pas de l'autre côté, dans ce piège. On veut qu'ils viennent au moins traverser ce chemin pour pouvoir savoir où ils vont, parce qu'on a besoin d'eux. Et la troisième chose, c'est que on a besoin de communication. On a besoin que des rédacteurs web tiennent leur rôle, on a besoin qu'ils soient à la table des discussions, on a besoin qu'ils participent et qu'ils amènent ce qui fait le contact. On a besoin de ça parce que le web, c'est devenu vraiment de la merde. Et ça concerne vraiment le monde entier, c'est-à-dire il y a des gens de talent partout, des gens de volonté partout, des gens motivés partout, et trop souvent abandonnés ou trop souvent dans l'errement. Voilà. Et ça, c'est le but, parce que les formations qui étaient sorties et que je voyais pulluler à l'époque, il y en avait une trentaine, ramenaient toujours les personnes à rester médiocres, à rester en bas, à pas pouvoir évoluer. Et il était, pour moi, temps qu'il y ait au moins une alternative. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui sont crédibles là-dessus, mais j'ai amené mon alternative avec tous les leviers qui permettaient à chacun de faire le chemin s'il le souhaitait. Ça correspondrait particulièrement à mes valeurs, je pense. Est-ce que ça répond à ta question ? Mais clairement. Donc ça c'est parfait. Quand un client répond ça, il le répond jamais. Mais quand un client répond ça, c'est parfait. C'est parce que justement, à partir de là, j'entends qu'on a des valeurs d'ouverture, de proximité, d'élévation, combativité aussi, et d'égalitarisme également. On est quand même sur, en termes, si je vais faire un parallèle avec un mythe, c'est pas tout à fait exact, mais on est, voilà, je pensais à ça. J'hésitais entre Prométhée et Osiris pour le coup, justement parce que parce qu'Osiris lui va apprendre l'agriculture et l'écriture en fait aux hommes. Prométhée lui va voler le feu, j'explique pour ceux qui savent pas, aux dieux pour l'apporter aux humains. Et c'est ça en fait qui va permettre justement la civilisation. Donc il y a une notion justement de rendre accessible un savoir et au plus grand nombre pour permettre justement une élévation. Et un égalitarisme en fait. Donc, vous voyez, il y a un dernier élément qu'il faudrait rajouter dans l'équation pour être vraiment complet, c'est que ça passe par l'expérience et la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on change littéralement le logiciel de pensée des gens quand ils sont dans la formation. Entre avant et après, ils ne voient plus le monde de la même manière et ils sont taillés pour continuer leur progression. C'est-à-dire, on sait qu'on est un passage, mais juste un passage de switch. Tu es rédacteur, tu es communicant. Et il y a toute l'évolution qui suit derrière. Donc, ça passe par de l'expérience et pas juste par des cours, parce que les cours, en fait, d'expérience, je sais que ça mène nulle part. Donc, on a une volonté d'avoir l'impact qu'il faut pour que la personne continue derrière. C'est un autre élément, mais ça, quelque part, ça rejoint l'idée d'être accessible et et de faire le transfert. Donc, c'était peut-être pas utile. Continuons. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que on voit là dans ce que tu dis qu'on pourrait très bien faire également. On pourrait faire 2 types de storytelling, celui de la marque.
mais également celui de l'étudiant, en fait, ou de l'étudiante, parce qu'il y a également on retrouve, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le monomythe, on retrouve complètement le principe d'évolution du héros et de son passage grâce au mentor ou mentoring, etc. Donc il y a aussi ça que tu peux creuser. Donc, comme dit les valeurs, vous avez vu en fait par l'exemple en fait tout simplement que à partir des valeurs, on peut commencer à tisser le récit. Ça c'est très important. Mais après, là j'ai pu le faire directement. Pourquoi? Parce que je connais la cible. Je sais à qui la MFM s'adresse. Mais quand tu découvres un client, tu ne le sais pas et le client ne le sait pas forcément lui-même. Donc là c'est pareil, tu vas lui demander sa cible. Et en l'occurrence, quand on vient me voir pour un storytelling, on vient pas me voir pour un storytelling de site web. On vient me voir pour un storytelling général. Donc, je vais m'intéresser aux données web que je vais avoir sur Google Analytics et tout, mais je vais aussi aller interroger les commerciaux, les services clients, etc., pour essayer de comprendre. Et puis, heureusement qu'on a Internet, je vais aussi aller écouter la cible sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai bouclé la semaine dernière ou la semaine d'avant un storytelling pour, pareil, une boîte ça fait 2 générations qu'ils existent et ils n'en ont jamais eu de storytelling officiellement. Et je suis allée me frapper tous les avis Google. Et j'ai tout lu pour essayer de comprendre. Et quand ils n'étaient pas contents, pourquoi ils n'étaient pas contents, qu'est-ce qui les avait déçus, etc. Pour comprendre justement ces histoires-là. Donc, en fait, on part à la base du matériau de l'entreprise. Et à partir de là, on peut commencer à travailler. Et on va travailler en fonction de l'objectif. Si c'est un storytelling général, comme là, ce que j'ai esquissé tout à l'heure. Mais après, si c'est appliqué à quelque chose, mon histoire là de Prométhée, pour une campagne Facebook, pour mettre en avant la meilleure formation du monde, ça va pas être efficace. Là, il va peut-être falloir plutôt parler du narrateur, à savoir vous avez besoin de ça, etc., etc. Donc le storytelling va être inversé. On va peut-être plutôt partir sur... Ouais. J'ai beaucoup de mal avec ce personal branding parce que justement, ça serait facile de venir dire je suis celui qui amène la lumière ou j'en sais rien, alors qu'en fait, toute personne qui passe par la MFM se retrouve à me parler d'égal à égal, c'est-à-dire je suis plus rien d'important pour lui une fois qu'il est passé de l'autre côté et qu'il a vu tout ce que je vois. La seule chose que je fais, c'est de lui offrir mes yeux. Je parle pas. Non, mais quand j'ai esquissé ça, c'est vraiment sur voilà, c'est sur l'idée générale, mais il s'agit pas. C'est la MFM en fait qui joue ce rôle-là justement de mentoring plus que l'individu derrière. Et en fait, même si c'est là où tu peux faire de la nuance et faire le lien entre les deux storytelling, entre celui justement du narrateur et le tien, c'est que d'accord, ok, Prométhée apporte le feu aux humains, mais Bitch, c'est les humains qui ont inventé la cuisine et qui cuisinent derrière et qui ont inventé le fer, etc., etc. Donc voilà, au final, il y en a un qui a donné l'impulsion. Merci pour le feu et salut quoi. Voilà, oui, c'est quelque part c'est un peu ça. Donc, et c'est là où tu fais voilà, on peut dérouler là-dessus et c'est pour ça que tu pars de la base et après tu tisses. C'est comme pour le coup c'est comme quand tu écris une histoire, hein, vraiment. Je sais pas si ça a répondu de manière générale à la question ou pas. Je pense que oui. Je pense que les gens savent par quoi commencer, à savoir demander au client s'il connaît ses valeurs pour avoir un bon point de départ. Mais en gros, pour résumer, faites une enquête. Vous avez 5 questions à répondre. Qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi. Voilà. Faites votre enquête et quand vous savez ça, inventez l'histoire qui va avec. Je résumerai ça comme ça, parce que c'est la même chose pour n'importe quel article, pour n'importe quel client, en fait. Qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi. D'ailleurs, j'ajoute, en tant que storyteller, quand le client ne le sait pas, c'est un boulot que vous êtes amené à faire, en fait. Vous pouvez le proposer en prestation, ou le faire un petit peu comme vous pouvez s'il ne veut pas payer un peu dans votre coin, parce que au bout d'un moment, vous allez être obligé vous-même d'aller chercher des infos parce que vous en avez besoin, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Moi, je propose toujours de faire on vous fait une jolie fiche éditoriale qui va vous servir après avec tous vos prestataires qui sauront exactement qui vous êtes et toute votre communication sera alignée. Et ça coûte temps. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'appelle l'audit de storytelling personnellement aussi. L'autre solution, c'est de dire vous allez lâcher X et X dizaines, centaines, milliers d'euros là-dedans. Vous voulez pas qu'on sécurise avec une strate générale avant de commencer? Ouais, c'est ça. D'abord. Et après, on va dérouler tout le reste. Et souvent, c'est salvateur. C'est-à-dire, les clients, ils verbalisent pour la première fois ce qui fait sens pour eux. Et pour eux, d'un coup, tout le monde s'organise. Le chaos s'organise. Ils savent où aller, ils savent à qui parler, ils savent pourquoi ils font les choses. Ils regagnent aussi une certaine confiance dans leur activité. Ils ont envie d'aller plus loin. Il se passe plein de choses quand on sait où on va. D'où le fait que le Challenge 3 de la MFM, c'est ça pour chaque élève.
paf. Parce que c'est super important. Non, mais en fait, c'est bête. C'est rude comme challenge. Mais c'est intéressant, mais Oh c'est là là. rude comme challenge. Oh là là, si tu savais. Si tu savais, comme tu dis. Non, mais si tu savais. Mais pour moi, quelqu'un doit avoir ça. Pour le reste, ça lui servira toute sa vie, mais au moins, il a la définition de pourquoi il est assis à son bureau et il travaille, quel est le sens qu'il y met. Et il faut passer par, je crois que le challenge 3 s'appelle Comment faire cracher ses valeurs à quelqu'un. C'est le nom du challenge. Parce que on va vraiment chercher quelque chose. Et ils le font en binôme. Bref, j'arrête là. Alors, donc, c'est une vraie torture ce truc. Donc, on va retourner un peu du côté de la rédaction web. Il restera une dernière question. Ah oui, cher chat, vous êtes... moi, j'ai le chiffre 33 chez moi. Je ne sais pas si toi, tu as le nombre de personnes. Pareil, ouais. Voilà. Cher 33 personnes qui nous regardent. Après la question après une ou deux questions encore qu'on va traiter en rédaction web, on va poser la dernière question à Camille qui est ses recommandations pour justement évoluer vers la rédaction web, vers le storytelling, pardon. Si vous avez des questions, c'est maintenant, dans le chat. D'accord? C'est maintenant. Donc, posez vos questions concernant Camille, concernant le storytelling, concernant tout ce que vous avez entendu. N'hésitez pas. Dès qu'on a fini... Arrêtez de m'envoyer des messages. Dès qu'on a fini, on va après... Enfin voilà, ce sera la ligne de fin. Donc, c'est maintenant que vous pouvez poser les questions. Alors, nous avons une question en rédaction web qui est intéressante, qui est pratique. C'est une question de Amos, qui est comment prospecter et attirer des clients fréquemment quand on se trouve dans une zone où la rédaction web commence à prendre son envol. Donc, j'entends par là une zone. Alors, une zone où la rédaction web commence à prendre son envol. Soit c'est une zone géographique et Amos nous parle de Madagascar ou d'autres endroits où il y a beaucoup de concurrence qui se trouve, ou alors c'est une zone dans le sens un sujet ou un domaine, et là, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent aussi parce que ça devient un truc un peu trendy et tout le monde a envie de parler de ça. Je sais pas trop, on va essayer de répondre aux deux vite fait. D'abord, en fait, quelque part, c'est la même réponse dans les deux. Tu l'appelais comment? Le UVP? C'était comment? La Unique Value Proposition. Voilà. Avec un super accent. Cher rédacteur, répondez à une seule question pour savoir si vous avez des concurrents ou pas. Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi je vous prendrai vous et pas un autre? Ça ne veut pas dire pourquoi n'importe qui vous prendrez vous et pas un autre, mais pourquoi un client particulier, celui avec lequel vous voulez travailler, vous prendrez vous et pas un autre. Si vous avez cette réponse-là, vous n'avez plus de concurrents. Vous êtes seul sur votre proposition. Votre proposition est unique, elle est forte, elle est posée. Vous apportez quelque chose qui a énormément de sens pour la personne avec qui vous allez travailler, pas pour son voisin qui fait autre chose, pour cette personne-là. Donc déjà, un marché, c'est pas 100% des gens, sauf si vous écrivez et que vous vendez vos heures d'écriture. Là, c'est 100% des gens. Mais dès que vous commencez à essayer de faire quelque chose qui a du sens pour vous, la personne en face, ça a du sens pour elle aussi. Donc si vous savez pourquoi vous faites ça, quelle est votre proposition unique, qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit vous et pas un autre, a priori, vous pouvez prospecter et attirer pas tous les clients, mais les clients avec lesquels vous pouvez travailler. Voilà, et je crois que ça vaut autant dans la zone géographique que vous êtes que sur les domaines sur lesquels vous voulez travailler. Vous aurez peut-être des gens aussi passionnés que vous, mais vous avez un ADN particulier de travail sur lequel vous pouvez communiquer. Par exemple, avec le personal branding, par exemple, avec le storytelling. Vous pouvez expliquer aux gens, les éduquer à vous, qu'ils comprennent pourquoi vous et pas un autre. C'est la réponse que je donnerai. Est-ce que tu en aurais une autre, Camille, peut-être? Non, franchement, non, elle est parfaite. Merci. Je vais rougir. Alors, continuons. Une autre question sur la rédaction web. On attend toujours vos questions sur le storytelling. On est sur la dernière ligne droite. C'est maintenant. Continuez, hein, on va reprendre toutes les questions après. Donc, allez-y, posez vos questions maintenant. Alors, quand un client engage un rédacteur web, à quel résultat doit-il s'attendre? Tiens, ça, je pense que c'est pour toi, Camille. Pourquoi? En partant de l'idée qu'on parle d'un rédacteur web, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même un pied dans le storytelling, qu'il y a quand même un pied dans la communication, de ce genre de rédacteur web-là. Un rédacteur web standard, ce qu'il peut s'attendre, c'est avoir un texte. Mais qu'est-ce qu'il a s'il prend un vrai rédacteur web? Ça dépend, parce qu'en fait, en plus, pour le coup, je suis vraiment pas la meilleure pour en parler. Tu veux, je prends le relais, ça me dérange pas. Mais justement, je pense que je vais introduire ton point de vue.
Parce que je connais juste, enfin, je l'ai vu par rapport à la MFM, mais pour ma part, j'étais une simple exécutante parce que j'ai choisi d'être que exécutante. Je ne voulais absolument pas me faire chier. Vraiment. Toute la partie consulting était quelque chose qui me gavait. D'ailleurs, je ne mange que ça aujourd'hui dans le storytelling et bizarrement, je m'éclate. Allez savoir. Mais j'ai pris grand soin de ne faire que de l'exécution. Donc, même si j'avais des retours avec... en plus, je passais jamais quasiment en direct avec les clients. J'ai tendance à passer justement par quelqu'un d'autre qui m'introduit, etc. et qui fait toute l'interface parce que j'ai horreur de ça. Encore une fois, en tant que storyteller, je suis obligée de le faire. Mais ça m'arrivait d'avoir des retours avec le lead project, ça y est, pas de souci, où je donnais mon opinion sur telle ou telle chose. Mais vraiment, j'ai évité de sortir trop de ma zone parce que ça voulait dire des responsabilités et c'était pas mon truc. Alors, j'ai vraiment rien contre la position de rédacteur web exécutant quand elle est claire, posée, affichée, argumentée. C'est-à-dire quand elle fait sens pour la personne qui dit ma vie, c'est pas ça. Je consacre du temps de travail à faire un travail de qualité que les gens veulent. Je livre et c'est tout. C'est le boulanger qui dit combien de baguettes de pain et il fait un bon pain. Et les gens qui viennent l'acheter apprécient le pain. On va plutôt parler de traiteur dans mon cas. C'est-à-dire, le client n'a pas de compétences. Le client, de base, soit il sait bien écrire et il n'a pas le temps d'écrire, soit c'est déjà un marketeur et il sait bien communiquer et il n'a pas le temps de communiquer, auquel cas on devient son interface et on communique pour lui, soit la plupart du temps, il sait très bien vendre des chaussures, il sait très bien vendre des couches, mais il sait pas du tout en parler. Donc, on a une marque qui n'a pas de voix et qui n'a pas d'attitude. Ça ne veut pas dire que le rédacteur web est responsable de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent agir dessus. Il y a le designer, il y a l'UX, il y a aussi les communicants à droite à gauche, il y a les boîtes de com, il y a les strates, etc. Il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir dessus, mais nous, on est la personne que le visiteur rencontre une fois qu'il a cliqué sur un lien sur Google. Il clique, il tombe sur nous, il tombe sur le rédacteur web, qui lui dit soit vous avez demandé quelles étaient les 3 recettes préférées à base de concombre. Voici la première, voici la deuxième, voici la troisième. Bonne journée. Soit, toi aussi, t'adores les concombres. C'est super bon, les concombres. Je vais te filer ma recette préférée. Et c'est vraiment la meilleure. Et tu sais quoi? J'ai une machine qui permet de faire des trucs terribles. Ça te prendrait juste 30 secondes de faire ces trucs-là. Si ça te tente, t'hésites pas, tu me contactes. Il y a une différence entre les deux. La différence, c'est qu'il y a eu un rapport humain dans le deuxième cas. Même si on est arrivé sur un point de vente, il y a eu un rapport humain. Dans le premier cas, quelqu'un a écrit et on est venu lire. Dans le deuxième cas, on a ouvert une porte, quelqu'un nous a accueillis. Le rédacteur web se charge d'animer la marque. Il la rend anima, vivante, en mouvement. Il va lui donner du caractère, il va lui donner du sens. Donc toutes ces choses-là, en fait, le résultat que le client remarque, le premier, c'est tout simplement qu'il y a plus de gens qui adhèrent à sa marque, qui achètent son service, qui achètent son produit, qui croient en ses idées, qui le soutiennent quand il communique sur les réseaux ou n'importe quoi. En fait, voilà, il y a des gens qui le comprennent. Et est-ce qu'on peut espérer mieux dans le commerce que de se sentir compris? Nous, on est là pour être la voix, pour être l'interface, pour juste parler. Donc, le client voit qu'il se passe des choses qui sont bien, qu'il est en cohérence, que la marque va dans le bon sens, que tous les discours vont dans le bon sens. Il n'a pas besoin de le dire parce qu'il y a une fiche éditoriale qui a été travaillée qui fait que, en fait, le bateau a son cap, a son chemin. Donc, le client s'attend à un résultat, bien sûr, de succès de sa marque, c'est important, mais aussi un résultat de soutien de sa communauté quand il lance des nouveaux produits, quand il pose des questions, quand il y a des interactions, etc., etc. Le community manager, c'est un peu la même chose, sauf que c'est à l'extérieur de la baraque. Le rédacteur web, c'est à l'intérieur de la baraque. Voilà. Après, ils peuvent se croiser l'un l'autre, hein, ça ne me dérange pas, mais globalement, on est des décorateurs d'intérieur, quelque part. On crée les ambiances, mais on est aussi la personne qui accueille et qui tient le premier discours. On est l'expérience de la personne sur le site. Voilà ce que je pourrais répondre à cette question-là. On finit donc, il nous reste... on va aller faire un tour du côté des questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Alors nous avons bonjour et merci pour cet excellent live, nous dit Caro. Mes questions, comment reconnaître un bon storyteller et à quand un podcast animé par Camille? Alors, il y a des bons storytellers et des mauvais storytellers. Le bon storyteller fait quoi? Le mauvais storyteller. Storytell. Donc ouais, on avait... Le storytell aussi. Mais bon, lui, ça. Voilà. Donc... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que
quand j'ai rencontré des mauvais storytellers, c'était pas des storytellers, en fait. Selon moi, je veux dire. Alors, je suis d'accord avec toi. J'étais en train de repenser à un texte sur lequel j'étais tombé qui commençait par de tout temps ou par depuis le début de notre marque ou je sais pas quoi dans un storytelling et c'était oui. Ouais. Voilà. On en avait parlé à l'époque et on avait dit tous les deux oui en même temps. Donc, ouais, c'est des gens qui ont piqué la recette et qui essayent de faire le gâteau chez eux et qui sont pas pâtissiers. C'est ça. C'est vraiment. Je connais pas beaucoup de storytellers en fait. Déjà parce que souvent ils sont plutôt en agence, ils sont pas forcément en freelance. Je parle de storyteller, hein, pas rédacteur storyteller, parce que sans vouloir dénigrer, le rédacteur storyteller malheureusement est un storyteller qui va s'arrêter finalement à la page à propos et à mettre un peu de jolis mots dans des textes. Et alors que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le storytelling en général, c'est vraiment plus général, ça traite de plein de choses. Donc du coup, on peut se retrouver face à des storytellers sans le savoir, en fait. Ça se trouve, c'est une personne, souvent d'ailleurs, c'est des copywriters au final, qui ont fait des campagnes de pub, qui ont fait des scripts de vidéos, qui ont fait des slogans, etc. Tout ça, ça fait partie du storytelling aussi, parce que justement, ça trahit le méta-récit. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes face à quelqu'un de bon dans le storytelling quand son travail vous parle et sans que vous ayez eu besoin de lire sur son profil LinkedIn « Hey, je suis storyteller ». Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un peu le show don't tell quelque part, quoi. C'est un peu le problème, oui, réussir à montrer qu'on l'est sans avoir besoin de le dire. Une autre question que j'ai, c'est à quel moment, celle-là je crois qu'elle s'adresse à moi, c'est Joël qui nous écrit ça, à quel moment et comment sortir des plateformes de rédaction, quels sont les paliers types d'évolution? Ça, c'est une super question. En fait, la plateforme de rédaction web est un no man's land, d'accord? Vous avez des contrats, vous écrivez les contrats, on vous donne de l'argent, souvent pas beaucoup d'argent, votre nom n'apparaît nulle part, votre notoriété n'augmente pas, vous n'avez aucun palier de difficulté, on ne va rien vous expliquer là-dedans, vous êtes dans la non-vie du métier de rédacteur web. D'accord? C'est les limbes. Mais c'est bien les limbes, parce que ça vous permet de vous préparer à la suite. Mais c'est les limbes. D'accord? À moins que vous vous contentiez de ça, c'est-à-dire vous avez des petits contrats, vous remplissez les contrats, c'est bien, c'est en plus de votre vie, c'est cool. On va répondre à partir du moment où vous voulez devenir rédacteur web. Rédacteur web, c'est se sentir concerné par ce qui arrive à votre client, se sentir concerné par sa communication. On va partir de là. Donc déjà, il vous faut un client. Il vous faut le rencontrer. Alors, moi, je pense que quand sortir des plateformes, vous n'êtes pas enfermé dans la plateforme. Vous pouvez démarcher à côté de la plateforme en même temps que vous restez dans la plateforme. C'est pas un problème. Vous arrêterez la plateforme le jour où ça sera plus intéressant pour vous de la faire parce que ce sera pas assez rentable, parce que vous avez mieux ailleurs, parce que vous avez besoin de plus de temps pour un autre projet. C'est à ce moment-là que vous arrêterez, tout simplement. Donc, le fruit tombera de l'arbre quand il sera mûr. Point. J'ai pas d'autres conseils à vous donner et je ne suis pas non plus du genre à vous dire de ne pas y aller parce que ça reste une zone d'entraînement fabuleuse pour au moins sentir que vous êtes rédacteur web. De l'autre côté, la première chose qu'il vous faut, c'est un client. Choisissez-en un gentil, patient et pas trop expérimenté. Comme ça, vous pouvez faire des conneries avec lui, c'est pas un problème. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à chercher d'autres clients et vous pouvez commencer à progresser. Donc les paliers, ça va être assez simple. Vous êtes pur 100% full exécutant aveugle dans les plateformes. Vous savez même pas le nom de votre client. Vous arrivez full exécutant non aveugle avec un client qui va vous donner des consignes et qui va être le premier à avoir un rapport humain avec vous, c'est-à-dire c'est la merde ou alors c'est génial ou alors c'est les deux en même temps. Voilà, vous allez découvrir le rapport humain qui est quand même vraiment important. Puis, vous allez commencer peut-être à développer plus de savoir et de savoir-faire et commencer à proposer d'autres choses à votre client que vous expérimenterez avec des clients jusqu'au moment où ça sera suffisamment solide pour les ramener en tant que compétences à d'autres clients. Et puis après, en fait, vous montez. La chose que je peux vous donner, c'est qu'il existe des strates de clients. Les strates sont très étanches. Il y a des clients qui paieront jamais de plus de 10 € l'article. Vous pouvez être le meilleur du monde, ils ne paieront pas plus. Soyez pas désespérés, il y a une autre strate dans laquelle ils sont prêts à payer plus parce que vous allez leur offrir plus. Et ils savent la valeur de ce que vous allez leur offrir. Et ça peut monter comme ça au fur et à mesure. Vous passez d'une strate à une autre, en montant vos tarifs, vous perdez tous les anciens clients, vous en découvrez des nouveaux, c'est à chaque fois des ruptures. Et puis au fur et à mesure, vous montez. Voilà, donc c'est à ça que je pourrais répondre, les différents types de paliers. Après, moi, dans mon regard, c'est la communication, le fait de devenir rédacteur web communicant.
En dessous, il y a rédacteur web SEO, mais le SEO, c'est de la communication. Donc, à un moment donné, il faut savoir maîtriser le SEO dans le sens communication aussi. Donc, pour moi, on monte là. Je ne sais pas s'il y a des choses au-dessus. Il y a la partie conversion avec le CRO qui m'intéresse. On va essayer de voir, mais là, il y a d'autres leviers que le rédacteur web ne peut pas atteindre avec ses petits doigts. Donc, c'est là où il faudrait développer d'autres types d'expertise et ramener plusieurs casquettes pour avoir le droit de toucher à telle chose ou à telle autre. L'exemple, ça peut être tout à fait Camille, qui était rédactrice web et qui aujourd'hui est storytelleuse et vous dit, en tant que rédacteur web, vous n'avez pas toutes les autorisations pour toucher à tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du vrai storytelling. Donc, il faut avoir les deux casquettes ou alors en avoir plus qu'une et ça devient une suite d'évolutions. Mais l'évolution, à mes yeux, maximale de la rédaction web, ça serait, selon moi, et la raison pour laquelle je l'enseigne, le rédacteur web communicant, qui croise en fait toutes les autres compétences. Mais voilà, c'est mon regard. Encore des questions, mais on a plein de questions finalement en fait. Nous avons Béatrix qui nous dit « Vous conseillez de facturer le même tarif pour le storytelling et la rédaction web en considérant qu'il s'agit de la même prestation ou vous différenciez les deux prestations ?» Oh là là, vas-y Camille, je t'écoute. Alors, ça coûte pareil? Combien est-ce que tu fais de rien mots? à voir. Bon, tu fais du 500 mots en storytelling, s'il te plaît? On va rigole pas parce que j'ai malheureusement une prestation un peu en cours comme ça et bon, voilà, je veux pas en parler. Non, parlons pas. Voilà, ça arrive encore. Mais alors, on va repartir rapidement sur la définition, comme ça, parce que Nathalie redemande justement de définir le storytelling en un minimum de mots. J'ai dit, c'est l'art de vendre des récits. Donc, vous allez concevoir et vendre des récits. Un récit, ça peut être multi-support, ça peut être un récit textuel, ça peut être un récit audio, ça peut être le récit via le design, n'importe quoi. C'est la narration générale de l'entreprise. Donc, le storyteller n'est pas quelqu'un qui va faire des pages à propos en boucle et la prestation de storytelling, c'est pas j'écris du Il était une fois et puis mon client est content et les lecteurs sont contents et ils ont l'impression d'être tombés sur Les Misérables ou sur la biographie de Steve Jobs. C'est pas ça. C'est pour ça que je différencie les deux. Donc, de base, ça n'est pas évidemment pas les mêmes tarifs parce que ce ne sont pas les mêmes types de boulot, etc. Depuis que je suis storyteller, j'écris peu, en dehors de certaines missions que j'ai encore en conception-rédaction ou que j'ai en storytelling écrit, mais en réalité c'est de la conception-rédaction avec juste un peu de storytelling. Mais aujourd'hui, en tant que storyteller, je fais quoi? Je fais des présentations. Voilà, je fais des audits, je fais des recherches, je note plein de trucs dans mon carnet, dans tous les sens, avec plein de plages, parce que je travaille beaucoup à l'écrit. Des fois, c'est juste un mot comme ça. Je dessine aussi parfois pour essayer de saisir la marque et pour essayer de créer le récit de la marque. Donc, ça n'est plus du tout ni le même temps d'exécution, ni les mêmes tarifs, ni les mêmes types de prestations. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Si vous entendez le storytelling comme étant une branche de la rédaction web. Je dis bien si vous avez envie de pas me faire plaisir et de me faire vraiment péter un plomb, mais c'est votre droit. Vous êtes évidemment tout à fait en droit de demander un autre type de tarif parce que c'est pas la même chose. La rédaction SEO, elle est là pour s'intéresser aux moteurs de recherche. La rédaction storytelling est une rédaction qui s'intéresse à la fois au narrateur et à la fois au récit de la marque. C'est-à-dire que vous allez on va partir du principe que vous allez simplement traduire le récit de la marque, mais vous allez devoir à un moment donné essayer de voir comment vous allez pouvoir le traduire justement dans votre support écrit, etc. Et s'il s'agit de votre page à propos et que il n'y a pas de storyteller derrière pour vous avoir extrait toute l'essence du truc, etc. et tout le jus marketing de l'entreprise, eh ben vous avez deux solutions. Soit vous allez faire comme font 90% des gens, chiffre sorti un petit peu de mon cul, mais bon, vous m'avez comprise. Partir du principe que vous allez écouter votre client et puis vous allez quasiment retranscrire votre conversation. Vous allez lui faire une page à propos. Il sera peut-être content, mais en fait, elle parlera à personne. Et pour moi, ça, c'est le pire. C'est la lie de la page à propos et du storytelling. Soit vous allez passer un peu de temps avec votre client, beaucoup de temps avec votre client, et vous allez réfléchir à la conception de la page, aux éléments que vous allez raconter, et si ça se trouve, même peut-être concevoir une page où vous allez mettre quoi. Et là, c'est mon cas, parce que je dois en faire une dans pas longtemps pour un des clients justement que j'ai en storytelling. Au final, je crois que je vais écrire un petit paragraphe. J'ai conçu toute la page, l'ordonnance des trucs, etc. Et je crois que je vais écrire 150 mots finalement sur cette page. Tout le reste, c'est des chiffres, c'est des blocs, etc. Et pourtant, ça reste du storytelling parce que le storytelling est cross-média et au final, quand on déroule la page, ça déroule une histoire, ça déroule un récit, ça traduit les valeurs. Et donc voilà.
Je sais pas si ça Oui. répond à la question. Ah, mais tout à fait. En fait, tes 150 mots valent plus cher que 10 000 mots de Béatrix. J'exagère à peine. Non, Mais mais en gros, ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il faut différencier le storytelling de l'écriture. oui, L'écriture n'est qu'un support du storytelling. Le storytelling, pour moi, en fait, quand on parle de la page à propos, on doit parler du storytelling de la page à propos. C'est-à-dire, bonjour, je suis sur le site, je suis en train de regarder vos produits et vos services, mais au fait, vous êtes qui et pourquoi est-ce que votre c'est ça. produit il est mieux qu'un autre? Je clique alors sur la page à propos qui doit répondre à cette Mhm. question-là. À ce moment-là, si je tombe sur Il était une fois, Ça de quoi intéresse tu personne. parles? En fait, On- je vais même nuancer. La question, c'est pas vous êtes qui. La question, c'est pourquoi vous. Pourquoi je vais vous faire confiance? Si Pourquoi tu vous? ok, d'accord, ton produit, pourquoi je vais te faire confiance? Le storytelling, en fait, si vous vendez des formations, il faut que la personne comprenne que vous êtes passé par les étapes du storytelling et que vous êtes arrivé au point d'excellence à avoir abattu le dernier obstacle majeur qui vous était impossible jusque-là et que vous en êtes revenu avec les sagesses infinies et le soleil qui permettra à tout le monde de progresser. C'est ça l'idée. C'est avant j'étais rien, j'étais un alcoolo sur mon canapé, je me suis fait jeter, j'étais à la rue, je me suis battu, machin. Et puis un jour, j'ai découvert l'écriture, et puis un jour, ça. Et il s'est passé ça, et j'ai fini à l'hôpital, et j'ai dû survivre, et en fait, on m'a dit que j'étais mort, et quand je suis revenu à la vie, j'ai compris qu'en fait, ce qui comptait, c'était le texte. Et aujourd'hui, je vous l'enseigne. Je vous le caricature, mais en gros, vous avez la montagne russe, et à la fin, on a le sage qui redescend de la montagne. Le storytelling, c'est le sage qui redescend de la montagne et qui vient enseigner Avec, aux autres. avec Voilà. en prime toute une narration sur la rédemption d'ailleurs. Oui, parce que entre-temps, avant, c'était un connard, maintenant, c'est un mec bien. C'est là où c'est fantastique parce C'est que ça. vraiment, il y a un gars qui a fait ça auparavant. Je crois que c'était le premier. Il s'appelait Jésus. Ça a super bien marché pour lui. Depuis, tout le monde copie la recette. C'est un problème. C'est Jésus, il a un copyright, mais tout le monde reprend le truc. Donc bon, un jour, on va avoir un Mm. procès du ciel. Ça va faire un mal de chien avec le copyright. Mais bon. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ça, c'est dans le cas où vous vendez de l'infoprenariat. C'est le cas où vous vendez des formations. C'est le cas où vous vendez des expertises. Là, d'accord. Si vous vendez des chaussures, ça marche pas. C'est pas cette histoire-là. C'est l'histoire de comment vous étiez petite avec mamie qui fabriquait des chaussures en laine et puis qui finalement a rajouté des morceaux de cuir et puis finalement a fait des trucs. Et tout le monde dans le village adorait ses chaussures. Et un jour, quelqu'un en dehors du village a montré ses chaussures à quelqu'un de la ville et la personne est revenue. Et oh mon Dieu, ça y est, en fait, mamie faisait des choses extraordinaires. Mamie m'a appris la Mm. méthode. Nous étions seuls tous les deux. Il n'y a pas un moment où tu redescends de la montagne. C'est j'ai appris la méthode, j'ai grandi, je viens d'une tradition. Et ça, c'est Et ça peut l'histoire. même être une anecdote d'ailleurs, hein, parce que il faut vraiment. J'en profite, c'est enfin, Oui, je sais vas-y. qu'il y a quelques élèves de la masterclass que j'avais fait sur la page à propos qui sont là et qui le savent. Votre page à propos, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre histoire. C'est pas un skyblog en fait. Choisissez des choses pertinentes. Tu viens de le dire sur l'exemple des chaussures. Personne ne va s'intéresser au fait qu'elle vivait dans tel endroit ou, sauf si c'est pertinent pour le discours, ou Là, en qu'à un l'occurrence, moment oui. donné, elle a eu tel ou tel mec dans sa vie ou telle meuf dans sa vie. Par Imaginons qu'elle contre, a fait c'est des ce études de fragment, dentiste. Imaginons qu'elle a fait des voilà, études de dentiste. Autant on peut le mettre en truc une qui sert à phrase pour rien. dire qu'elle s'est égarée et qu'elle est revenue, autant on va pas faire un pavé sur pourquoi est-ce qu'elle croyait au dentisme. C'est Et là encore où... même pas, parce que franchement, la narration de s'égarer pour revenir, c'est quelque chose qu'on voit souvent, franchement. Et moi, la première, hein, je l'ai vachement employé. Il y a qu'à voir sur Presenter, vraiment le côté de je suis tombé, je suis remonté. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais finalement, c'est des péripéties qui n'apportent pas grand-chose au récit. Alors que tu vas juste décrire un simple souvenir, qui est le souvenir marquant. Tu vas faire rentrer la personne dedans, tu vas montrer, un, que tu es passionné, deux, que c'est une transmission, en fait, et du coup, et que en plus derrière, tu as à cœur de transmettre ça derrière. Donc Mhm. vraiment, il faut dans votre storytelling, en fait, soyez sélectif. C'est ce que j'avais dit, hein, pareil dans la masterclass, c'est que quand vous faites un speed dating ou quand vous rencontrez quelqu'un au début, vous lui racontez pas toute votre vie. Vous lui racontez juste les choses dont il a besoin d'entendre ou elle a besoin d'entendre pour le séduire. C'est tout. Donc sélectionnez. Exactement. Alors, je vais pas reprendre toutes les autres questions parce qu'il y a des moments où on a déjà répondu, où on risque d'être un peu redondant. Donc, je voulais voir encore. Il y a les ouvrages où on n'est pas venu. Oui, je garde. Euh, bon, essayons.
si tu as une punchline, il y a Nathalie qui demande si tu peux définir le storytelling en un minimum de mots. Qu'on ait un truc marquant en Bah, ça tête. y est, c'est ce que j'ai dit, quoi. C'est L'approche à storytelling, propos n'est pas un c'est l'art de vendre une histoire. l'art de Ce n'est pas vendre. l'art de raconter une histoire, c'est l'art de vendre une histoire. D'accord. Est-ce que vous avez des astuces pour trouver des clients directs? Un petit clin d'œil à Camille, vous faites du bon boulot et c'est très agréable de vous lire, nous Merci. dit David. Merci beaucoup. Voilà, donc la question des clients directs, allez, on va aller là-dessus. Vous avez deux possibilités de trouver des clients directs. Le premier, c'est inbound marketing. Le deuxième, c'est outbound marketing. Outbound marketing, c'est vous prenez votre lance, vous allez dans la savane et vous reviendrez que quand vous aurez réussi à attraper un dindon. Donc, vous filez là-dessus et vous utilisez toutes les techniques de chasse. Comment est-ce que j'arrive à l'attirer? Comment est-ce que j'arrive à le convaincre? Comment j'arrive machin? Bref, tout ça, c'est la personne n'a rien demandé et on va la convaincre de quand même s'intéresser à nous. La chose la plus difficile à obtenir, c'est de l'attention. Parce que la personne n'a rien demandé. Donc, en fait, il faut savoir bien sélectionner votre cible, il faut savoir que votre cible a besoin de vous, il faut savoir venir sans l'embêter, ouvrir la porte, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les possibilités pour réussir à faire de l'outbound marketing. Je vous invite à creuser de ce côté-là. Inbound marketing, vous produisez des contenus, vous faites le show en ligne de manière à ce que les gens comprennent vos valeurs, comprennent ce que vous apportez, comprennent votre offre et vous contactent parce que en fait, ils se sont dit, il se trouve que j'ai besoin de ça et on y va. Là, on est sur de l'ordre de 1%, 0,5% de gens qui vont prendre contact avec vous par rapport au nombre de personnes qui vous ont vu. Donc, il faut faire beaucoup de bruit, il faut envoyer des messages extrêmement clairs pour essayer de convaincre des gens de juste vous contacter et vous proposer quelque chose. Ça, c'est les deux plus grandes voies. Il en existe une troisième. Et c'est celle que je recommande en ce moment pour les rédacteurs web. Faites du réseau. Ayez des copains. Soyez humain. Prenez votre téléphone et téléphonez à des gens qui vous semblent sympas. Essayez de connaître des gens dans la vraie vie. Pas juste boulot, juste essayez de pas être seul. Essayez de rencontrer plein de gens. Vraiment, hein. Je veux dire, ne faites pas parler les gens pour rien, mais soyez cool. Donnez envie aux gens, déconnez, soyez potes avec eux sur Facebook, voilà, juste parce que le jour où une de ces personnes entend parler d'un besoin, d'une recherche, elle vous conseillera vous. Pas parce que c'est vous la meilleure, mais parce qu'elle vous connaît. Et quand je dis connaître, c'est connaître. C'est-à-dire, on s'est déjà eu au téléphone, on a rigolé, il m'a envoyé une carte pour mon anniversaire, j'en sais rien. Je connais cette personne. Et là, en fait, vous étendez ce qu'on appelle le réseau prescripteur. Vous avez plus de gens qui sont susceptibles de dire « Ah, mais téléphonez donc à David. David, il bosse bien. J'ai déjà vu ses textes, c'est pas mal. Le gars, je le connais, c'est un pote. Je pense qu'il est bon. » Voilà. C'est un bon début, ça. Voilà une autre manière de se développer. Et puis un jour, vous tomberez peut-être, comme moi, je suis tombé sur des gens comme Laurent Bourrelli ou Thomas Cubel qui est venu me voir et qui m'a dit « Est-ce que tu as de la place pour 400 textes ?» Et là, on est parti pour une année de production et création de tout ça, de toute mon agence et compagnie, tout ce qu'il a fallu mettre en place pour répondre à la demande, parce que 400 textes, c'était que le début, vu que c'était des cocons qui m'arrivaient dans la gueule par wagon entier pendant 4 ans. Et ça, c'était parce que, de fil en aiguille, de connexion en connexion, à un moment donné, il s'est dit, pourquoi pas lui? C'est aussi bête que ça. La plupart des gens qui trouvent du boulot, c'est souvent de la part de personnes qui les ont recommandés ou de la part de personnes avec qui ils discutaient d'autres choses auparavant. Donc, arrêtez de penser comme une entreprise qui a des très gros moyens et commencez à penser comme l'humain que vous êtes. On cherche des potes. À LinkedIn. Donc, voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est mon conseil. Après, Camille, si tu en as un autre, n'hésite pas. Non, c'est clairement celui-là. D'expérience, c'est clairement celui-là. Le réseau, c'est ce qui fait tout. Et tu as cité Thomas, avec qui j'ai lié une amitié très très forte au fil des années. Donc, à tel point maintenant qu'on se donne des nouvelles de nos enfants et tout. Donc voilà, et qu'on s'appelle en dehors. Donc et ouais. Et aujourd'hui, même si j'ai pivoté, on bosse toujours ensemble sur l'aspect storytelling et parfois copywriting. Et on a inclus récemment dans la boucle Cathy que j'ai recommandé à Thomas, et du coup on se retrouve à bosser un peu tous les trois, donc c'est du copinage, hein. Il faut pas avoir honte, et c'est même au contraire, c'est même plus agréable de bosser comme ça, c'est plus cool. Et c'est très bien. Alors je finis par la toute dernière question. Cathy,
des gens voudraient se spécialiser en storytelling, c'est quoi tes conseils pour se former? Est-ce que tu connais une formation à recommander? Non, je connais pas de formation à recommander. J'en ai cherché justement pour moi à un moment donné parce que j'ai eu un gros doute sur mes compétences et j'ai eu besoin de poser un peu les choses et d'avoir une validation officielle. Et ce que j'ai vu en type de formation ne m'a pas plu parce que c'était souvent les mêmes choses, à savoir des formations avec des scénaristes ou des romanciers et qui t'apprenaient finalement à faire des scénarios ou des histoires. Et ben ça ne m'intéresse pas et je pense pas que le storytelling ce soit ça. Et je pense que ça vous apprend à faire des scénarios, des histoires, mais pas à faire du storytelling, parce qu'encore une fois, le storytelling, c'est du marketing. Et moi, j'avais besoin d'avoir des storytellers en face qui me disent, bah, concrètement, voilà, tu dois envoyer un audit, qu'est-ce que tu fais, par quoi tu commences, fais attention à ça, quelles questions tu poses, etc. Et pour l'instant, j'ai rien trouvé. C'est pour ça que je bosse moi-même sur justement sur formaliser cette question-là, parce que j'aimerais bien que d'autres personnes qui se posent cette question-là comme moi ou justement comme toi, bah, se disent c'est bon, je peux aller voir quelqu'un et au moins j'aurai des bases, pas juste du scénario et de l'histoire, quoi. Même si évidemment ça en fait partie. Donc penche-toi évidemment sur les étapes du récit, etc. Mais à un moment donné, bah, il va falloir passer à la pratique. Et ça, c'est autre chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, bah, on peut finir là-dessus. Alors, juste un élément, hein, parce que on a abordé 2, 3 fois quand même le fait qu'il y avait un petit livre qui était en production, tout ça. Euh, Oui. ça a l'air intéressant, mais on l'aura quand? T'as une idée? Alors, j'espère. Vraiment, j'espère pouvoir le présenter début de 2022. Voilà, c'est un peu la deadline que je me suis donnée parce que j'ai plein d'autres projets. Enfin, déjà, voilà, je suis devenue maman entre-temps. Là, je sors en plus en même temps la version papier de mon histoire autre. Donc, ça m'a tout décalé. Le Covid aussi. Donc voilà, normalement, avec un peu de chance, et beaucoup de travail et beaucoup moins de procrastination, début 2022, j'espère vous présenter ce manuel qui me servira justement de base pour El Famoso formation. El Inch'Allah. famoso formation, tout à fait. El masterclass, peut-être. Quelques événements encore en chemin, on ne sait pas. À voir comment les Ouais, choses je pense que évoluent. ça sera peut-être effectivement à jalonner, parce que ça m'a déjà été demandé, ouais. Notamment sur cette fameuse page à propos, parce qu'il y a tant à dire. Oui, et puis je pense aussi que c'est tout autant. Enfin, c'est intéressant de confronter ces idées à l'enseignement. Quand on les transmet et que les autres ne les comprennent pas ou ont besoin de plus de précision, ça nous aide Mm. beaucoup à approfondir et à trouver parfois même les erreurs qu'on a pu formaliser ou les étapes qui Oui. étaient derrière qu'on n'a pas dit. Donc, pour moi, en tout cas, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, juste avant qu'on lance le live. Euh, Enseigner, c'est construire justement le récit et la manière de dérouler un savoir qui est très brut, en fait, qui est Mm. parfois très sensitif. Donc c'est pour ça que toutes les étapes vont servir, que ce soit avant le livre ou après le livre. En fait, tout va se nourrir Oui. et ça va permettre de bien formaliser les choses. Donc j'en suis ravi. Nous avons terminé ce live, oh mon Dieu, un magnifique live de 2 heures, extrêmement intéressant en FAQ. J'espère que ça vous aura beaucoup intéressé. Bonjour également à toutes les personnes qui nous regardent en rediff. Euh, Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions comme il fallait, d'avoir pris le temps, que vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur le storytelling et qu'on a pu répondre également à vos questions sur le copywriting, sur la rédaction web. Je vous rappelle que cet événement est lié au fait qu'on a 5000 personnes qui sont venues nous rejoindre et on trouve ça fabuleux parce qu'ils viennent du monde entier, parce qu'on a l'occasion de partager des choses ensemble extraordinaires et qu'on adore ça. D'ailleurs, il y a 5100 personnes maintenant et bonjour à tous les nouveaux. Merci d'être venus. J'espère que ce groupe vous plaira. C'est un groupe en plus d'un autre groupe sur lequel vous avez pu trouver l'annonce. C'est toujours bien d'y rester, c'est toujours bien d'y participer. On parle de rédaction et de plein d'autres choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout, Camille. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Partout sauf dans la rue parce que j'ai trouvé ça creepy. Je suis d'accord. Sur mes réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Ça dépend en fait quel type de contenu vous avez envie de voir. Sur Twitter, c'est très politique, c'est très cash. Sur LinkedIn, c'est plutôt de l'autopromo un peu discrète, avec de temps à autre quand j'en écris des link fiction. Mais quand j'en écris, Oui, on va dire. ça c'est cool. Voilà. Et puis sur Facebook, c'est un peu plus généraliste, mais voilà. Et puis, comme dit, sur mes 3 sites, Press Center où j'écris quasiment plus, Camille Gillet où vous allez avoir beaucoup plus de storytelling et analyse copywriting, et Achronique où vous avez toutes mes histoires. Voilà. Exactement. Et je suis sans doute pas seul à dire
Presenter, s'il te plaît, fais-nous d'autres textes. On les adore, ces textes. Quand tu traites tout le monde de pute, quand tu machin, on adore. Ouais, mais je sais pas, C'était peut-être une que je autre suis devenue époque. adulte en devenant maman, mais ça me Voilà. passe. Et j'ai hésité à poster mon dernier article, justement sur l'analyse de la communication de Macron pour son McFly Carlito sur Presenter, Oui. mais je suis restée sur Camille Gilet parce que c'était du Hmm. storytelling. Oui, Voilà. j'imagine bien. Bon, et puis sinon, de notre côté, vous avez Fleur qui vous envoie des bonnes nouvelles tous les jours sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur toutes les pages Facebook. Enfin, elle travaille beaucoup trop. De mon Oui. côté, vous me retrouvez particulièrement en ce moment sur Instagram parce que c'est mon partenaire des balades. Donc, si vous voulez voir des trucs rigolos, discuter de trucs rigolos, c'est là. Et puis, notamment, vous avez le lien vers le podcast à cet endroit-là, si vous avez envie de m'entendre raconter ma vie et raconter mes réflexions en croyant que ça intéresse des gens. N'hésitez pas, il y en a un tous les jours qui sort. Voilà, je vous dis merci tout le monde. On se retrouvera dans ce groupe, notamment quand j'aurai des nouveaux sujets sympas ou des photographies à partager ou des marques à partager, parce qu'on a plein de réflexions, de moments de réflexion ensemble. Donc, je reviendrai vers vous. D'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Continuez à croire en vous, continuez à croire au fait que les choses sont possibles parce qu'elles le sont et parce que si vous pensez qu'elles ne le sont pas, c'est parce qu'on vous a raconté n'importe quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Camille pour l'invitation. Et Merci à toi. n'hésitez pas à continuer à fleurir les commentaires. Une fois qu'on sera parti, on lira. C'est pas dit qu'on commentera, mais on lira en tout cas avec grand plaisir. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.